Depuis 2015 maintenant, je m'occupe des investissements start-up tech de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et on est connu notamment pour un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures, avec lequel on fait 2 à 3 investissements par semaine, des tickets de 150 000 €, et principalement dans des entrepreneurs francophones, de la tech, partout dans le monde. On est confronté à l'échec quand on fait une omelette, quand on se met en couple et quand on bosse tout le temps. Et en fait, la différence entre ceux qui gèrent bien l'échec et ceux qui le gèrent mal, c'est une question de rebond. Je me suis dit, si je me foire, c'est pas grave. J'irai bosser au restaurant de mon père, je referai du conseil pour les startups, je referai autre chose. Mais je vais pas m'arrêter à la peur d'échouer, tu vois. Je vais les provoquer sur des questions. Alors, il y a des questions qui sont provocantes. Tu regardes comment ils réagissent, et des questions qui sont connes. Tu regardes comment ils réagissent, tu vois. Donc, des questions qui sont bateaux. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de questions bateaux parce que les plus grandes réponses se trouvent justement dans ces putains de questions bateaux. J'ai refusé d'investir dans quelqu'un que je trouvais être un gros con. Et je pense que cet investissement de 150 000 € aujourd'hui vaudrait plus de 50 millions d'euros. Salut Jean, comment vas-tu? Très bien, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. Je suis un peu comme toi, j'ai un peu le même rôle que toi quand tu reçois des entrepreneurs. C'est important de mettre à l'aise pour pouvoir tirer le meilleur de mes invités. Est-ce que tu es bien assis confortablement? Écoute, ils sont super confortables tes canapes. Et puis moi, je reviens de New York ce matin. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite sieste. Donc je m'installe chez toi, je suis bien là. Essaie de ne pas t'endormir s'il te plaît pendant notre épisode. Merci, et surtout de revenir de New York aujourd'hui et accepter. Je suis toujours fasciné, j'ai plein d'invités qui viennent, j'en ai qui sont venus malades, j'en ai un qui est venu pendant le Ramadan. Et à chaque fois je suis étonné parce que moi c'est vrai que si je prends l'avion ou que j'ai une journée trop difficile, j'ai tendance à rester un peu plus au calme et que de refuser ce genre de choses. Ouais, mais donc bravo d'être un guerrier et de venir aujourd'hui. C'est sympa, mais aussi on compose avec ces éléments propres. Si tu dors mal en avion, tu vas pas t'enquiller des rendez-vous toute la journée. Et si tu dors bien, pas de problème. Moi, j'ai plutôt très bien dormi cette nuit. T'as raison. Je pense que je réfléchis avec mon billet à moi, ma vision personnelle de pas dormir dans l'avion et du coup d'être complètement sonné en arrivant. Enfin bref, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si je pense que mon audience te connaît beaucoup? Avec plaisir. Je m'appelle Jean-Laurent Brochard, j'ai 41 ans, 3 enfants, 2 garçons et une fille, 14, 12 et 10 ans. Et depuis 2015 maintenant, je m'occupe des investissements start-up tech de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et on est connu notamment pour un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures, avec lequel on fait 2 à 3 investissements par semaine, des tickets de 150 000 €, et principalement dans des entrepreneurs francophones, de la tech, partout dans le monde. Vous avez investi dans combien de startups depuis la création? 1400. 1400, et j'ai vu dans un podcast que vous étiez que 4 pour gérer tout ça? 3, plus un stagiaire qui tourne tous les 6 mois. Et j'ai bien aimé le côté paradoxal de ta personnalité. Parce que tu dis que tu es quelqu'un de très désorganisé et au final, tu es devenu ultra organisé avec un livre notamment qui s'appelle Human Machine. À un moment donné, j'ai écouté un podcast de, je crois, 2018-2019, avant que tu te mettes un peu plus intensément au sport. Tu disais que tu avais du mal à trouver ta voie dans le sport et à courir. Aujourd'hui, tu fais des Ironman. Et donc, je me demandais c'est quoi la suite et comment tu fais pour compenser toujours, on va dire... c'est pas forcément des points faibles, c'est des traits de personnalité, mais tu arrives à quand même à chaque fois, il y a une paradoxalité, je sais pas si ça dit paradoxalité, enfin il y a un aspect paradoxal, il y a un paradoxe tout à fait. Entre le fait de pouvoir passer de très mal organisé à très organisé. Comment tu arrives à avoir cette discipline? C'est un bon point. Alors je dirais pas de désorganisé, je suis bordélique de nature. Et donc quand tu es bordélique de nature, tu as toujours des trucs qui traînent à droite, à gauche, et le seul moyen de nettoyer ton bordel, finalement c'est de t'organiser. Donc il y a ça, et moi ce qui s'est passé particulièrement avant d'écrire Human Machine, ce qui a fait que je me suis très bien organisé, c'est parce qu'en 2015, quand j'ai eu mon job chez Xavier pour bosser avec lui, c'était le job de mes rêves. C'était un job que j'avais voulu 2 ans avant en me disant que je l'aurais jamais, et donc une fois que tu as ça, en fait tu n'as pas envie d'échouer. Et à ce moment-là, moi j'ai été très très sollicité, je n'étais pas habitué à ça. Et j'ai une grosse défiance à l'autorité. Donc quand l'agenda et mon environnement extérieur a commencé à avoir l'autorité sur moi, il fallait que je réagisse. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à m'organiser.
Et pour les Ironman, parce que c'est assez particulier aussi, en fait, au moment du Covid en 2020, on a déménagé à Aix-en-Provence. Et à Aix-en-Provence, 1 an et demi après, début 2022, j'ai un copain qui m'a mis au vélo. J'ai beaucoup apprécié. Et l'année d'après, un copain m'a demandé de l'héberger pour le demi-Ironman d'Aix-en-Provence. Et il m'a dit, tu fais du vélo, tu peux bien nager 2 bornes et courir 21 bornes. Je me suis inscrit, j'ai souffert. Évidemment, maintenant, du coup, j'ai voulu me prouver des choses à moi-même. J'ai embauché un coach le lendemain. Et puis, j'ai été piqué, quoi. C'est marrant comment ça évolue un petit peu les passions, parce que justement, j'écoutais un podcast de toi qui date, je crois, de 2018 ou 2019. Et du coup, tu te verbalisais vraiment, moi, j'aime pas courir, ça me fait chier de courir. Exact. Et c'est marrant de se dire comment on peut évoluer, tu vois. Bah, en fait, ce que tu fais, c'est que tu prends quelque chose que tu n'as pas envie de faire et tu le raccroches à des choses sur lesquelles tu as du talent, ou tu as une certaine forme de résilience, ou tu as des atomes crochus, et donc tu t'accroches à ça. Donc moi, par exemple, je suis un obsédé de la data. Une fois que je me suis mis au sport, à la course à pied, au vélo ou à la natation, et que j'ai commencé à regarder la data accrochée à ça, et la manière dont on progresse, et tout ce process de cheminement permanent, bah, en fait, tu te piques avec les trucs qui te raccrochent, quoi. Est-ce que tu faisais genre à quel point tu es parti loin là-dessus? Ça m'intéresse. Est-ce que par exemple tu t'es fait des Excel où en gros tu regardais en combien de temps tu courais certaines comment j'ai pas duré, mais certains, comment on appelle ça, certaines longueurs ou pas, pour justement ensuite optimiser ça dans le temps? Je suis tout. Je suis mes intervalles en course à pied, que ce soit en endurance ou en séance intense ou en séance tempo. Pareil sur le vélo, tu vas suivre tes watts, tu vas suivre ton cardio, tu vas suivre ta résistance sur la distance. Et en fait, moi, j'adore regarder ça. Et j'ai un coach en plus qui est très bon là-dessus, qui a des estimations de temps lors de mes compétitions qui sont incroyables. Et donc, on matche très bien tous les deux. Et ouais, c'est un peu mon... J'ose pas trop le dire, mais en fait, moi, j'adore l'Excel. Donc, Okay. voilà. Aussi, je pense qu'il y a plein de gens dans ton cas qui adorent ça aussi. Et alors, c'est quoi cette histoire où tu étais à découvert tous les mois à 33 ans, c'est ça? Tu as entendu ça? J'ai été à découvert jusqu'à mes 33 ans à peu près, ouais. Donc, tu as mis du temps à peut-être te structurer, on va dire, commencer... En fait, nous, on n'avait pas de moyens dans ma famille. Il a fallu toujours que je bosse à côté pour pouvoir me payer mes soirées, mes vacances, mes sorties et tout. Donc, je faisais ça en travaillant dans le restaurant de mon père. Ça, c'est ce qui rémunère le mieux parce qu'en fait, tu es payé en extra, tu as du pourboire, c'est assez cool. J'ai fait un peu de location, sous-location de Airbnb. Je travaillais à la banque le samedi toute la journée. J'ai fait un peu de cold calling pour des opérations de défiscalisation, enfin des choses comme ça. Et en fait, j'étais toujours hyper ric-rac. Et donc, moi, j'ai appris à vivre ric-rac. Donc, une fois que tu as commencé, quand tu as l'habitude de brûler tout ce que tu gagnes, en fait, c'est une mauvaise habitude que tu prends qui perdure et en fait qu'il faut désapprendre. Et d'abord, je pense que j'ai commencé à désapprendre ça il y a peu de temps. Pas quand j'avais 33 ans, mais plutôt quand j'en avais 40. Et la différence entre mes 33 ans et mes 40 ans, c'est que j'ai gagné mieux ma vie. Donc, bon, à un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. Mais ce qui m'a impressionné dans ton parcours, c'est qu'à 33 ans, en gros, tu es à découvert. Tu es avec ta femme et tu as déjà 3 enfants à ce moment-là. Ouais, tu as déjà 3 enfants et tu rejoins The Family sur un projet. Alors, peut-être je confonds les dates, parce que j'ai essayé de donner les dates exactes sur toi avant. Non, tu as raison. 2013, je rejoins The Family. Ce que je veux dire, c'est que c'est cool. C'est-à-dire que tu es à découvert, tu as une femme, tu as 3 enfants. Tu rejoins peut-être un projet un peu plus sécure, normalement, on va dire. J'ai l'impression que tu n'as pas fait le choix de la sécurité dans un moment où, normalement, tu vois, tu devrais le beaucoup faire. l'auraient fait, tu vois. Ouais, bah en fait... Donc, on a eu notre premier enfant en 2010, le deuxième en 2012. Et septembre 2013, effectivement, ma femme était enceinte de Adèle, notre troisième. Et c'est le moment où je décide de basculer chez The Family, qui était cet accélérateur de start-up qui n'avait pas les moyens de me payer quelques mois plus tard. Et en même temps, cette notion d'avoir été... Donc là, on est en 2013, donc j'ai 30 ans. En même temps, cette notion de risque... Enfin, tu vois, si je suis à découvert, alors que j'ai une famille à découvert, attention, il faut... j'ai pas de crédit à conso, je suis à découvert dans une certaine mesure. C'est juste que je suis ric-rac. En gros, tu réponds à tes frais du quotidien, plus un petit découvert, mais c'est pas non plus genre. C'est pas un fossé qui se creuse. C'est ça qui est important à avoir. Tu vois, ça reste toujours maîtrisé. Donc il y a cet élément-là, et donc en fait, tu vois bien que finalement cette gestion du budget,
montre que le risque me fait pas peur, tu vois. Et à ce moment-là, quand je prends ce job chez The Family, je me dis d'abord que c'est un tremplin pour qui je veux devenir dans mon métier, parce que j'accompagnais des startups à lever de l'argent et je voulais passer du côté investisseur. Et comme personne ne voulait m'embaucher, il fallait que je trouve un tremplin. Et pour moi, The Family me paraissait être le bon tremplin. Et j'ai eu de la chance parce que ça a été le cas. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui peut t'arriver si tu échoues ? En fait, il faut rebondir. Mais l'échec, c'est un truc auquel on est tous confrontés. Hein. On est confronté à l'échec quand on fait une omelette, quand on se met en couple et quand on bosse, quoi, tout le temps. Et en fait, la différence entre ceux qui gèrent bien l'échec et ceux qui le gèrent mal, c'est une question de rebond. Je me suis dit, si je me foire, c'est pas grave. J'irai bosser au restaurant de mon père, je referai du conseil pour les startups, je referai autre chose. Mais je vais pas m'arrêter à la peur d'échouer, tu vois. Ça, c'est déjà une bonne force, je pense, parce que la majorité des gens qui ne se lancent pas, justement, c'est de la peur de l'échec. J'aimerais bien rentrer en détail dans tous les contenus que j'ai entendus. On n'a pas parlé du fonctionnement de Kima Ventures. Moi, ça m'intéresse parce qu'il est particulier dans le sens où il y a une seule personne derrière qui finance, contrairement à peut-être tous les fonds VC de la place, où en gros, il y a ce qu'on appelle des LPs qui mettent de l'argent dedans. Et du coup, j'aurais bien aimé aborder ce sujet-là avec toi. Je sais que les fonds traditionnels fonctionnent, tu vois, avec des frais autour de 2%, je crois, par an. Tout à fait. Et plus un caride. Mais du coup, ce que je me suis... je voulais savoir si Kima Ventures avait le même fonctionnement que les autres fonds de VC ou si c'était différent. Et voilà, tu nous parles un petit peu plus des rémunérations, comment ça se passe, etc. Alors, effectivement, un fonds d'investissement qui, par exemple, lèvera 100 millions d'euros, il va toucher entre 15 et 20 millions d'euros de management fees sur ces 100 millions. 15 à 20 millions d'euros de management fees sur une durée d'environ 10 ans qui va servir à payer l'équipe. Ça, c'est 1,5-2% par an, du coup ? Exactement. En moyenne, c'est entre 1,5 et 2 pendant 10 ans. C'est des modèles qui sont très confortables. Je pense que il pourrait probablement être un tout petit peu plus ramassé, mais ça se passe comme ça. Je pense. D'ailleurs, je ne vais pas citer, mais j'avais rencontré un jour des gens dans un fonds de VC. Et ils m'expliquaient, donc c'était un fonds quand même assez gros, et ils avaient effectivement ces 2% de fees. Et j'avais été étonné parce qu'ils mettaient en avant l'EBITDA, parce que l'EBITDA du coup était vachement gros, parce qu'ils étaient en gros très peu pour gérer cette boîte. Et du coup, je me disais, moi en tant qu'investisseur, je me sentirais pas forcément bien, tu vois, en tant qu'LP, par exemple, je mets 100 000 euros dans un fonds, et qu'en gros, il y ait autant d'argent pour les équipes pour le gérer. Je préférais, tu vois, des fees beaucoup plus faibles et limite peut-être un carry plus fort pour être à la performance, tu vois. Mais en gros, tu as des fonds qui ne performent pas, mais qui font des gros EBITDA, et donc du coup, c'est un modèle un peu pernicieux, je trouve, de ce point de vue, tu vois. Totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est totalement vrai. Il y a une dichotomie entre le gain court terme et en fait, alors que tes investisseurs, eux, sont là pour gagner très bien leur vie et que tu leur rends beaucoup d'argent à long terme, quoi. C'est le but Comment tu réconcilies les deux. Ouais. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ces fonds relèvent en plus. Et donc, en fait, ça peut s'allonger les durées, tu vois. Et ils relèvent avant d'avoir fait de la performance sur le premier fonds. Tu vois. Et donc, c'est ça le piège. Donc, tu es en rolling tout le temps là-dessus. Exactement. Ouais. Mais il y a toujours les management fees dont on parle. Donc, ouais, ça faisait partie des sujets. Mais je me suis dit, là, peut-être que c'est différent parce que c'est un fonds qui n'est pas traditionnel. Je trouve qu'il m'a toujours de ce point de vue-là, parce que ce n'est pas des LPs. C'est plutôt une association. J'ai le sentiment de loin. Voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. Donc, regarde. Kima Ventures, ça a investi à peu près 15 millions d'euros par an. Donc, 15 millions d'euros par an. C'est une bonne question, on va faire le calcul. Sur 10 ans, vous avez investi 150 millions, tu disais dans un podcast à peu près. Ouais, sur 10 ans. Sur 10 ans, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, 15 millions. Et qu'en gros, là, la valeur du portefeuille, c'était entre 600 et 750, ce que j'avais en tête. C'est exactement ça. Et donc, du coup, mon calcul que je me suis fait, c'est qu'en gros, j'ai fait... c'est un peu plus. En fait, au total, on a investi, ce que je regardais ça avec un copain à l'heure du déjeuner, 200 millions. La valeur du portefeuille, c'est aux alentours de 750. Et je crois qu'on est à 3,5x sur le papier. Et sur les 200 millions qu'on a investis, on en a déjà récupéré la moitié en cash. Parce que ce que j'essaie de comprendre... Depuis 2015. Qui est difficile pour toi, c'est que, admettons, je prends 150 et la valeur, c'est 750. On pourrait faire 750 moins 150, ça ferait 600. Et on se dirait... Admettons, il y a 20% de carré sur ces 600, il y a 120 millions d'euros pour tu vois, le management et les équipes. Ouais. Mais en même temps, donc je me suis dit, c'est génial. Et après, je me suis fait la remarque que ça reste des valeurs théoriques. Et donc, du coup, tant qu'elles ne sont pas vendues, elles ne se liquident pas. Totalement. Et donc, cette valeur des 120 millions, elle n'est pas encore... Donc, je me suis dit, c'est ça qui doit être difficile. C'est-à-dire que tu dois avoir des grosses sommes d'argent théoriques.
mais tu as besoin qu'elle se cristallise. Voilà, c'est ça. Pour qu'elle se cristallise, il faut que tu vendes de l'argent, il faut que tu rendes du cash. Xavier va pas me payer sur du papier, tu vois. C'est ça, sur des valeurs théoriques. Voilà. Et donc, tu vois, prenons le calcul. Si on fait 15 millions d'euros sur 10 ans, ça fait environ 150 millions. Imaginons qu'on ait un fonds de 150 millions. Ce fonds de 150 millions, à coût de 2% de management fees par an, ça ferait pas loin de 3 millions d'euros par an de fees. L'équipe fixe de Kima coûte 5 fois moins. 5 fois moins. Okay, ouais. Non, c'est partie de mes questions. Tu vois, 5 fois moins. Ça coûte 5 fois moins. C'est dingue, ça, déjà. C'est pas commun. Après, peut-être que vous, contrairement peut-être d'autres fonds de VC, dans les autres fonds de VC, ils font acheter au management. J'ai interviewé Boris Golden ici de Partech. Et il me racontait qu'il était endetté, plus il avait investi. Enfin, il a plus de 60% de son patrimoine investi pour avoir ce. Et puis il y a une problématique en France quand même, c'est le frottement fiscal. C'est-à-dire que tu investis tu vois, dans un fonds, il faut que tu récupères l'argent. Si c'est de l'argent de ton salaire, ça veut dire qu'il a été chargé. Donc si tu mets 100 000 euros et qu'il a fallu que tu te le payes avec ton salaire, en fait, il a fallu générer 230 000 balles pour pouvoir les sortir. Tu vois, donc c'est un peu emmerdant. Après, si tu regardes la somme, enfin, tu vois, sur un fonds classique où tes partenaires... Moi, si j'avais dû contribuer au Caride, je contribue au Caride de Kima, mais dans des proportions beaucoup moins importantes que les partenaires d'autres fonds. Et si demain, tu fais un fonds en France, tu as plutôt intérêt à réduire les management fees plutôt qu'à contribuer au Caride. Tu vois, tant qu'à faire, autant réduire les management fees. C'est au final, c'est des vases communicants. Au final. Bien sûr. Donc, c'est plus sain, finalement. C'est marrant. Je trouve que ça, en tout cas, en termes de structure... Alors, est-ce que c'est plus sain? Je sais pas, parce que, en fait... Ce que les LP aiment dans le fait que le management contribue au Caride, c'est l'acte, tu vois, de verser l'argent. C'est que j'ai remarqué ça, mais le monde de la finance, que ce soit un peu en private equity, on adore quand, enfin ils adorent quand le management met au pot, quoi, on va dire. Ils sont plus engagés. C'est un peu comme quand on t'invite dans un voyage ou si tu payes toi-même ton voyage. En général, on a tendance à dire que quand tu payes ton voyage, tu l'apprécies plus. Tu l'apprécies plus. Totalement. Et donc, tu es peut-être plus engagé dans l'action en tout cas. Bah ouais, j'imagine. Après, nous chez Kima, on est engagé d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on a un seul boss. C'est lui qui met tout l'argent. Et il fait ce qu'il veut de toi. Donc, en fait, la performance, elle est liée au fait que si Xavier n'est pas content de la performance, il peut gentiment nous demander de partir. Donc là, la première chose au niveau des management fees, c'est que ça ne fonctionne pas en management fees. C'est 5 fois moins important, voire 6 fois moins important quasiment, 5 fois moins important qu'un fonds classique. Que tous les fonds de la place, du coup. Parce qu'il n'y a pas d'autres fonds comme vous, je pense. Non. Je n'ai pas l'impression de ce que j'ai cru voir. Non. Donc ça fonctionne. Moi, je trouve ça assez vertueux. Première chose. La deuxième chose, c'est que comme c'est un fonds evergreen, que c'est que l'argent de Xavier, à un horizon 5 ans et plus, il peut aussi nous permettre de générer un peu de liquidité. Donc, il peut nous racheter des parts de Caride. Dans un fonds classique, Boris, demain, il veut revendre ses parts de Caride à quelqu'un. C'est un peu compliqué de l'organiser, tu vois. Nous, on a... Ils ne voudront pas, ils préfèrent le laisser engager. Enfin, je pense que le fonds préfère avoir ses managers... Si je suis le patron du fonds, que toi tu es mon junior et tu me dis je veux vendre mes parts de Caride, donc le Caride c'est la performance. Si je peux te les acheter à 30% du prix et que je pense que le portefeuille va faire 2 fois la mise encore, je fais un bon deal. Si j'ai le cash, je suis content, tu vois. C'est juste qu'il faut réconcilier le besoin de cash de la personne qui veut le vendre ses parts et l'intérêt économique de celui qui les rachète parce qu'il va se réengager pour du long terme et il faut que ça lui rapporte quelque chose à la fin. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Ok, super. Je suis désolé, je rentre un peu dans la technique et n'hésite pas à me couper, mais dans les autres podcasts que tu as fait, voilà, ça, je trouve que ça rentrait pas assez dans la technique, donc ça m'intéresse. Donc en gros, plutôt que d'être payé 1 million d'euros par an, vous allez plutôt être payé 200 000 de ce que je comprends. Exact, t'as un bon calcul, ouais. Mais est-ce que le Caride elle-même, du coup, c'est 20% chez Kima Ventures? 15% chez Kima Ventures. 15% de la plus-value, du coup. Exactement, mais on n'est que 3. Donc 15% à se partager en 3, si on ne fait pas trop mal le job, on devrait bien s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on parle de sommes énormes, parce que si ça continue comme ça, vous avez... ça peut dépasser le milliard à un moment donné, même plusieurs milliards, et continuer d'évoluer. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que donc, il y a toute la partie théorique où effectivement la valeur latente du portefeuille augmente. C'est ça que par contre je trouve ça chiant, c'est le côté valeur théorique. Moi à ta place, je serais stressé parce que je me dirais... Et je suis stressé, okay. Je te rassure. Okay. Parce que je t'ai vu comparer, tu disais toujours c'est plus facile d'être investisseur qu'entrepreneur. Et moi je te retourne un petit peu ce sujet-là. Je pense pas que ce soit aussi facile, c'est ton billet à toi.
Mais tu vois, moi, plus peut-être côté entrepreneur, je pense que ça doit générer beaucoup de stress qu'un entrepreneur n'a peut-être pas quand il génère son EBITDA, etc. Parce que, encore une fois, c'est une valeur théorique. Et si, par exemple, le marché se retourne dans les 2 dernières années, au moment où tu dois cristalliser tout ça, c'est horrible parce que c'est des temps longs, donc tu attends 10 ans. Et au bout de la 8e année, ton portefeuille théorique, ton carry peut être divisé par 4 au dernier moment. Oui, mais toi, tu dis ça parce que tu es un entrepreneur de talent qui fait de l'EBITDA depuis toujours. Donc, tu n'es pas dans la posture des entrepreneurs qu'on finance, qui sont des entrepreneurs dont les boîtes ne font pas d'EBITDA et pour lesquels l'EBITDA est quasiment anxiogène, tu vois, au démarrage. Toi, rapidement, tu as monté des boîtes qui ont généré du chiffre, généré de la marge, tu as fait grandir. Tu vois, tu es dans la catégorie. On a probablement 5% de nos entrepreneurs dans le portefeuille, si c'est peut-être moins même, qui sont dans la même catégorie que toi. Et j'adore parce qu'effectivement, ils sont maîtres de leur destin, ils ne lèvent pas plus d'argent, ils peuvent se payer de manière très confortable. Et nous, on est très fiers de les voir grandir comme Xavier a pu le faire à l'époque avec ses business, quoi. Mais donc, pour revenir sur le modèle, tu as 15% de carried qui est divisé dans l'équipe de manière quasiment équitable. Parce qu'en fait, si tu as quelqu'un, là, on a recruté une personne en mars, Chloé, elle est arrivée. Et Chloé, elle va monter dans le carried à mesure que les années passent. Parce que nous, ça nous permet de nous poser la question, à mesure que le temps passe, est-ce qu'elle mérite le fait que son carried augmente? Parce qu'en fait, c'est important, tu vois. Tu veux que les gens en fait, soient au même niveau que toi. Et elle, ça lui donne des objectifs. Ça, c'est classique. C'est-à-dire que les premiers arrivés, on va dire, se partagent le carré. Puis après, là, vous êtes 3, vous allez être 4. Peut-être un jour, vous serez 6. Puis les nouveaux prennent des petites parts un petit peu pour... Alors, c'est pas si classique que ça. Parce qu'en réalité, la problématique des fonds d'investissement, c'est que créer le premier fonds, le deuxième fonds, le troisième fonds, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tu crées une base d'investisseurs. Et souvent, les partenaires à l'origine de ces fonds-là, plus ça va, plus ils vont staffer en dessous. Des gens qui vont faire le travail, alors que c'est ceux qui sont en haut qui vont récupérer la majorité du carried. Oui. Donc, je parlais à la marge, par exemple, je sais pas, tu as les 3 fondateurs du fonds qui ont genre 20%, puis après ils passent à 19,5 et ils ont 0,5 répartis, 0,1 entre 5 juniors par exemple. À la marge. Mais tu as quand même une problématique qui est que plus ça va et moins ce sont les gens qui font le travail qui récupèrent le carried. Après, le travail d'investisseur. Ça, c'est le capitalisme, c'est dans toutes les... Bien sûr, c'est le capitalisme, mais tu vois, je suis étonné que les LP qui investissent, enfin les gens qui investissent dans ces fonds-là, ne s'enquérissent pas plus de comment est partagée la valeur. Et d'ailleurs, il y a une opacité totale sur la manière dont les management companies sont gérées. Si tu demandes à un fonds d'investissement, donnez-moi les comptes de la management company, les LP n'en ont aucune idée. Les LP, ils ont les comptes du fonds. Ils savent combien de management fees sont versés à la management company qui gère le fonds. Ils ne savent pas comment cet argent-là est distribué entre les partenaires, les juniors, en dividendes, etc. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, moi, personnellement. Je t'ai entendu déjà en parler. C'est qu'en tant qu'LPiste, tu voudrais savoir qui est payé, comment est dépensé l'argent. Et une petite anecdote aussi, c'est que dans des marchés encore plus structurés que les VC, on va prendre les FCP, par exemple, dans l'immobilier. En plus de tout ce qu'on vient de dire, ils prennent parfois des frais à l'entrée. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je viens de te dire, t'imagines, ils te prennent en plus 2% à l'entrée ou des choses comme ça. Notamment pour rémunérer leur CGP, ceux qui leur apportent les clients. Mais donc, du coup, tu vois, il y a plein de... Donc, quand on ne sait pas, nous, en tant qu'investisseurs, je me suis posé la question parfois d'investir, puis j'ai creusé de manière naïve un peu. Puis tu dis, bon, ils me prennent 2% à l'entrée sur 100 000. Donc, déjà, il me reste 98 000. Ensuite, ils vont me prendre 2% par an. Tu vois, c'est un fonds, par exemple, sur 5 ans. Donc, tu calcules en fait qu'au final... T'es peut-être genre à 85 000 sur ta mise initiale. C'est l'argent qu'ils font travailler. Donc, ça veut dire que la perf qu'ils génèrent, elle est calculée sur base 100, mais elle est générée sur base 85. Donc, il faut que tu performes très bien. Bah voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, même si tu fais une super performance, en enlevant tous ces frais, tu peux te retrouver... Elle est grévée. Ouais. Parce que souvent, quand tu vas dans les fonds FCP, etc., ils te montrent des taux 10%, 12%, mais c'est le taux, je pense, brut, quoi. Je pense qu'ils mettent en avant. Les gens préfèrent mettre le taux brut. C'est comme ils adorent parler du MOIC, tu vois, qui est la performance sur Invested Capital. Et donc, j'ai investi 1 million, combien ça fait en perf? En fait, ce million, il est brut. Il faut que tu rajoutes les fees qui sont associés à ça. Enfin, il y a plein d'autres frais à côté, quoi. Non, mais c'est marrant en tout cas. Mais en tout cas, Kim Aventure est fait différemment déjà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que ça vous apporte une plus-value par rapport aux autres fonds de l'écosystème? Quand je t'ai posé la question si c'était plus sain, tu savais pas forcément si ça l'était ou pas, de fonctionner plus
À vrai dire, je me suis jamais posé la question si c'était plus sain ou pas que les autres fonds. Et le calcul qu'on vient de faire ensemble, comme ça, au doigt mouillé, c'est un calcul que je n'avais jamais fait. Ok, c'est marrant ça. Je m'étais jamais posé la question. Je me suis juste dit que ça fait 10 ans que je suis payé exactement le même montant tous les ans depuis 10 ans. Que plus les années passent, plus on génère des bouts de performance qui me permettent d'être rémunéré plus à la fin de l'année, heureusement. Et qu'en fait, ce système fonctionne bien, tu vois, il est méritocratique. Et... Moi, je pense qu'il est plus sain parce que tes intérêts sont plus alignés. Je te Bien reprends sûr. les entrepreneurs que j'ai en tête, j'espère qu'ils se reconnaîtront plus, enfin les gens qui ont lancé un fonds, mais ils me parlaient de 7 ou 8 millions d'euros d'EBITDA quand même, quelle que soit la performance. Donc en fait, j'étais en train de comprendre qu'en fait, quelle que soit l'issue, finalement, ils allaient gagner beaucoup d'argent et donc du coup, ça les désaligne par rapport aux LPs de mon point de vue. Totalement. Et puis, je te dis, nous, on ne dépend que d'un seul individu qui décide demain de continuer de nous faire confiance ou d'arrêter. Ou de mettre quelqu'un d'autre à notre place, tu vois. Donc, tu as cette pression extérieure qui est encore plus importante que toute autre pression. Oui, tu dépends que d'une personne versus des fonds qui ont 100 personnes. Exact. Et puis, on a une pression liée au rythme. Comme Kima a investi dans 2 à 3 startups par semaine, on a, entre guillemets, on n'a pas le luxe de rien foutre. Oui. T'es en fait, occupé de base, tu peux pas temps, ne rien quoi. foutre parce qu'il y a trop de... En fait, votre modèle est d'investir beaucoup de tickets, de voir beaucoup de boîtes. Donc, par essence, le modèle fait que tu peux pas... Même si tu voulais, tu pourrais pas, quoi, finalement. Non, moi, je suis occupé et je suis occupé par défaut. Alors que quand tu es investisseur et que tu investis 2-3 fois par an des tickets de, je sais pas moi, entre 2 et 5 millions d'euros, par exemple, il y a des périodes pendant plusieurs mois où tu vas rien faire. Les périodes où tu n'as pas beaucoup de deal flow, il faut que tu t'occupes de ton portefeuille, mais comme tu n'as pas le rythme, en fait, c'est compliqué, tu vois, de s'occuper. Moi, je trouve ça difficile d'être face à toi-même et ton deal flow quand tu es investisseur dans un fonds classique. Et il y a un effet vicieux aussi. Je suis en train de pousser, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a avec ses management fees? Vas-y. Mais en fait, je suis en train de penser qu'il y a un côté vicieux parce que les personnes qui avaient lancé le fonds que j'ai rencontré n'étaient pas du tout staffées. C'est ça qui leur permettait de faire beaucoup d'EBITDA. Tu vois ce que je veux dire? En gros, ils devaient être pour gérer ce qu'ils devaient gérer, peut-être 10, et ils étaient genre 3, enfin, tu vois, ou 20 ou 3, tu vois, ce qui permettait de faire beaucoup d'EBITDA. Donc du coup, il y a aussi l'effet vicieux de se dire, pour être sûr de gagner beaucoup d'argent aussi, je recrute pas trop de juniors et je garde tous les frais pour moi et je pars du principe que je peux tout gérer tout seul. Ouais, mais à l'inverse, tu as des équipes qui vont beaucoup staffer et en fait qui vont perdre l'ownership sur le travail qu'ils ont à faire parce qu'ils vont beaucoup déléguer. Par exemple, qui a installé ton studio aujourd'hui, ici? Là, c'est moi. Bon bah, ok. Bah, tu aurais pu payer 2 personnes à installer ton studio. Bien sûr. Alors peut-être que tu le fais parfois que tu as des gens qui viennent. Alors je dis que c'est moi, c'est faux. J'ai des gens qui m'ont... Enfin, je les ai payés pour faire le setup. Et maintenant, c'est vrai que c'est moi qui enlève et qui le remet. Je sais le faire. Enfin, je me suis fait former pour savoir le faire, mais je les ai pas pris à temps plein, tu vois. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas est-ce que tu fais tout seul ou est-ce que tu fais avec quelqu'un. C'est comment tu l'as fait, comment tu t'organises aujourd'hui, c'est quoi ton mode opératoire, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand je regarde un fonds d'investisseur ou un entrepreneur. Oui, ce qui compte, c'est l'efficacité à la fin, quel que soit le... Ouais, et puis une forme de c'est pas frugalité, mais c'est mettre les dépenses ou les efforts aux bons endroits et savoir continuer. C'est comme... j'apprécie les gens qui demandent à leurs assistants de ramener du café ou de l'eau. Mais moi, en fait, j'aime faire ce putain de café ou aller ramener une bouteille d'eau quand les gens viennent au bureau. Je veux pas déléguer ça à quelqu'un, tu vois. Je veux toujours me rappeler qu'il faut que tu ailles ouvrir la porte. Tu vois, il y a ce rappel à d'où tu viens. Bien sûr. Ouais, très important. Ouais, super. Après, ça dépend des mindsets de chacun et des personnalités. Ouais, mais globalement, ceux qui ont ce mindset de toujours se rappeler d'où ils viennent reçoivent mieux ceux qui l'ont oublié, quoi. Je suis d'accord, ok, ouais, ok. Non, super intéressant. Et alors, du coup, pour revenir sur le cas, parce que je me suis mis du coup à ta place, vu que la valeur reste théorique, comment toi tu fais? Parce que tu as dit quelque chose à un moment donné, c'était que la personne qui gère du coup le fonds, donc Xavier Niel, peut entre-temps, parce que sinon tu peux attendre ton carré de 20 ans, entre-temps, toi, tu peux liquider à certaines étapes d'évolution du fonds pour que ça reste aussi sain. Parce que sinon, tu peux courir après un truc pendant 30 ans tant que la boîte ne se liquide pas, tu vois. Totalement. Mais pour ça, il faut justement aligner le fait que toi, tu charges la liquidité et que celui qui te rachète tes parts, donc dans notre cadre, par exemple, c'est Xavier, que ce soit une opération financière qui soit positive pour lui, tu vois. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les lignes du portefeuille. Par exemple, si demain, je voulais liquider, je sais pas moi, 500 000 € de valeur de carré de chez Kima, on prendrait l'ensemble des lignes,
on regarderait la surpondération de celles, tu vois, qui valent beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elles valent vraiment sur le marché? C'est-à-dire, est-ce qu'elles font du chiffre? Est-ce qu'elles ont un EBITDA positif? Est-ce qu'elles ont été survalorisées, sous-valorisées? Je ne sais pas. Et en fait, on refait un calcul du portefeuille et on détermine un discount. Le discount, ça peut être 10, 20, 30, 40%, tu vois. Bien sûr. Et quand j'avais parlé à Boris Golden ici, il m'avait dit un truc aussi énorme, c'est qu'en fait, un fonds d'investissement, tous les ans, comment on appelle ça, il nomme quelqu'un pour évaluer du coup les participations. Et dans la boîte, du coup, ils évaluent par exemple les 10 boîtes à 50 millions, donc ça fait 500 millions. Et le problème qu'ils ont eu, c'est quand ces valeurs théoriques ont aussi chuté, c'était délicat pour eux quand ils examinaient de passer de 500 millions à genre, allez, on va dire divisé par 5 à 100 millions dans la valeur, parce qu'en fait, tu as aussi tous les LPs derrière qui mettent la pression, qui peuvent gueuler, etc. Et donc du coup, il faut trouver un espèce de terrain d'entente entre le marché et la réalité, comme tu dis, la vraie réalité, on va dire. Parce que tu as la valeur théorique au moment où tu fais la levée de fonds, mais tu as la valeur marché après selon les chiffres réels de la boîte. Ouais, et puis tu as un autre problème, c'est que toute valeur que tu vas distribuer autour de toi, notamment à tes investisseurs, ils vont pouvoir en parler autour d'eux. Donc tu as une boîte qui vaut 1 milliard sur le papier. Et puis tu dis non, moi je pense qu'elle vaut 200 millions. Tout le marché sait que tu penses qu'elle vaut 200 millions. C'est très emmerdant pour la boîte. C'est pas emmerdant pour toi, investisseur, c'est emmerdant pour la boîte pour de vrai. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des règles qui sont des règles qui s'appliquent systématiquement. Donc tu dis une boîte qui a moins de 12 mois de cash, je lui mets 20% de discount. Une boîte qui a levé tant d'argent et cet argent va être servi de manière préférentielle par rapport à l'argent que toi tu as investi, ça te fait un discount de X. En fait, tu crées des règles qui s'appliquent systématiquement et qui font que quand les fonds reçoivent la réévaluation du portefeuille, alors en fait, ils disent pas le fonds pense que la boîte vaut tant, c'est selon les méthodes d'évaluation du fonds, la boîte vaut tant. Sachant que les méthodes sont différentes sur chaque fonds. Oui. C'est-à-dire qu'une même boîte qui est dans 2 fonds peut être valorisée Tout 2 fois de manière différente Tout à à 2 fait. endroits. Ouais. Ça doit être marrant comme situation, parce qu'il doit y avoir des gros écarts peut-être entre 2 fonds parfois. Possiblement, mais quoi qu'il arrive, tu es obligé d'avoir une règle objective, ou en tout cas mathématique, parce que tu peux, ne pas le faire au doigt mouillé, il ne faut pas le faire au doigt mouillé, et 2, tu ne veux pas que les gens interprètent la valeur de la boîte dans ton fonds comme ton avis ou ta position. Bon, une petite parenthèse un peu technique, mais j'étais sur ça. Merci de l'avoir partagé sans tabou. C'est sympa de ta part, parce que la transparence, ça fait partie des sujets des fonds. Tu disais qu'il y a plein de fonds qui avaient des management fees, mais au final, on ne sait pas comment c'est dépensé. Donc, merci d'être transparent là-dessus. Moi, j'aimerais savoir, au niveau de ton programme, comment ça se passe chez Kima au quotidien. Combien d'entrepreneurs et de dossiers tu reçois peut-être par jour? Comment tu t'organises? En combien de temps tu prends les décisions? Je me rappelle, moi, du début, ça m'avait frappé. Vous avez mis une punchline, c'était 150 000 € en 15 minutes. C'était possible, ça, ou pas? Alors, c'était tout début, avant même. J'avais trouvé ça pas en termes de marketing. Ouais. C'était avant que je rejoigne Kima Ventures. Et ça a été arrêté après parce que économiquement, ça faisait plus sens pour les entrepreneurs. C'était 150 000 €, 15% du capital, 15 jours. J'avais oublié les 15% du capital. Ouais, en 15 jours. On se décidait en 15 jours. Ah oui, en 15 jours, pardon. Moi, je dis en 15 minutes. Ouais, donc non, j'aurais bien aimé te dire ça, ça aurait été pas mal, mais non, on n'avait pas cette punchline-là. En fait, chez Kima, on doit recevoir à peu près 250 dossiers par semaine. Moi, dans mes emails, aujourd'hui, je reçois entre 200 et 300 emails par jour, en gros. J'ai tout le temps 10, 20 ou plus entrepreneurs qui me contactent ou des gens du réseau. Pareil du côté d'Alexis et de Chloé. On doit en rencontrer entre 20 et 35 par semaine en fonction des semaines. Par personne ou Au global. Au global, ouais. Je dirais, ouais. Moi, par exemple, mon agenda fonctionne de la manière suivante. Le lundi après-midi et le mardi après-midi, je fais des Zoom calls de 14 à 18. Donc, j'enchaîne 12 rendez-vous d'affilée de 20 minutes. Donc, je peux en faire quasiment... j'en fais une vingtaine généralement sur 2 jours. Et sur la vingtaine, j'ai systématiquement la moitié, c'est des boîtes qui lèvent de l'argent. Et ensuite, le process, c'est le suivant. C'est soit au bout de 20 minutes, une demi-heure, en fait, on est convaincu. Et souvent, tu es convaincu pourquoi? Parce que le dossier a été envoyé par quelqu'un que tu connais. Parce que l'entrepreneur a un certain background. Parce qu'en fait, il a déjà cranté des chiffres ou il a déjà atteint des milestones qui te rassurent. Et donc, en un rien de temps, on peut se décider. Dans ce cas-là, on met 100 à 150 000 € après un premier call d'une demi-heure. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc parce qu'avant, c'était 15 jours. Là, maintenant, c'est à la fin du call, tu peux donner un go. Bon, c'est pas le vrai... je dirais la moitié du temps. L'autre moitié du temps, on va dire, tiens, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre dans l'équipe parle à cet entrepreneur. Et dans ce cas-là, on fait un deuxième call. Et c'est à la fin plutôt du deuxième call qu'on va se décider.
Et le matin, tu dédies à quoi? Est-ce que tu sais que tu avais besoin d'être concentré le matin, donc tu fais Phase pas l'école productive. entrepreneur? Non, le matin, email, beaucoup. Email, ouais. Là, par exemple, j'ai toute la revue du portefeuille de New Wave, qui est notre fonds sur lequel on a mis des plus gros tickets que je dois faire pour la présenter à nos investisseurs bientôt. Voilà, tu as des corvées, tu as plein de trucs, quoi. New Wave, c'est différent. Là, il y a des LPs, du coup. Il y a des LPs dans New Wave, Okay, ouais. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est un autre fonds. J'ai suivi de loin, j'ai pas trop regardé. On a créé ça, on a créé un premier vintage en fin 2020 avec une associée. Et on a décidé de ne pas poursuivre ensemble sur un deuxième vintage cette année. Il y a eu un peu de tumulte dans notre... voilà. J'ai l'impression, j'ai vu passer de loin des choses, mais... Écoute, c'est tout bête. Hein. En fait, tu as deux personnes qui ne pourront pas travailler ensemble sur le très long terme. Voilà, on a essayé de se séparer en bon terme et ça a été compliqué. C'est un peu Gossip Girl, je trouve, la Startup Nation. Parfois, je vois des trucs de loin, mais je trouve ça aussi un peu amusant. Il faut prendre un petit peu de hauteur face à tout ça. Il y a forcément des mésententes, mais parfois, j'ai vu des fondateurs, par exemple, un jour se plaindre d'un fonds sur la place publique et ça. Je trouve que ça fait un peu parfois... Écoute, c'est très puéril. On est quand même dans un environnement d'enfants gâtés. Voilà. Et il ne faut pas se le cacher. Il y a un peu ce côté-là, non? Je trouve que, je sais pas, la French Tech, ces mots, start-up, c'est un univers, je sais pas si on peut appeler ça entre soi ou pas, mais en tout cas, tu vois des communications parfois, et c'est vrai que ça renvoie pas forcément une bonne image, Non. quelle que soit la situation finalement, je trouve. Je me rappelle d'entrepreneur qui se plaignait d'un fonds, que ce soit vrai ou pas, d'une certaine manière, je trouvais qu'il s'était déjà décrédibilisé en mettant sur la place, tu vois, c'est comme des gens qui ont investi en toi à un moment donné. Oui, mais c'est aussi parce sur que... la place publique, c'est... Alors, là, dans ce cadre-là, certains entrepreneurs, en fait, tu as des fonds qui se comportent mal et personne ne dit rien. Il y a un entrepreneur qui, en fait, a le courage de diffuser ça publiquement, sachant que ça va lui porter préjudice, quoi qu'il arrive. Bah, c'est prendre le courage d'assumer tes opinions, de parler en public d'un conflit qui est réel et qui n'est pas anecdotique, qui probablement existe dans d'autres, tu vois, avec d'autres boîtes, avec d'autres fonds et tout. Et donc, ça permet aussi de responsabiliser un peu l'écosystème. Après... c'est peut-être bénéfique aussi. Ça peut aider d'autres entrepreneurs à éviter les fonds un peu plus cow-boy. Tu as raison, peut-être. Ouais, mais le problème aujourd'hui de l'écosystème startup et des investisseurs, etc., c'est... tu vois, la valeur de l'argent. Comment est-ce que tu la perçois? Plus c'est ton travail qui est à l'origine de l'argent que tu génères, tu vois, de ta fortune, plus d'abord, elle a une saveur différente. Moi, je me rappelle, un jour, j'avais gagné un peu d'argent avec les cryptos sur un spiel en 3 semaines où j'ai fait l'aller-retour. Je suis le même truc que toi dans la crypto. Cet argent n'avait, je te jure, aucune saveur. Ouais. C'était, et presque, j'avais envie de m'en débarrasser, tu vois. C'est genre... Sinon, j'ai une expérience similaire à toi. C'est ultra bizarre, comme c'est un truc psychologique. Ouais. C'est de l'argent tellement facile que quand ton cerveau considère même pas que ça en est, j'ai l'impression. À la limite. Exactement. Et ça, c'est hyper particulier. Mais donc, mais tu as beaucoup de personnes qui vont soit lever de l'argent, soit des investisseurs qui vont toucher leur management fees de manière assez, assez confortable. Et qui, en fait, comme l'effort généré pour pouvoir toucher cet argent n'est pas suffisamment important ou pas lié vraiment au travail généré, en fait, n'est pas considéré comme il se doit, quoi. Et donc, du coup, c'est marrant parce que donc là, tu vas être à la tête de plusieurs fonds alors qu'avant, tu n'étais que sur Kima. On a toujours fait les deux. On a toujours fait Kima Venture d'un côté, où on met ces 2 à 3 tickets de 150 000 euros par semaine. Et de l'autre côté, des deals un peu plus gros, où on met entre 1 et 3 millions d'euros. Et là, c'est plutôt entre 5 et 10 startups par an, max. Oui, ce que je veux dire, c'est que là, ça va être dans cet autre fonds qui s'appelle New Wave, c'est ça? Ouais, mais là, il y aura des LPs, du coup. Il y a des LP. Il est investi, celui-là, il est fini d'investir. Ok. Et alors, moi, raconte-moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus pour comment tu choisis les entrepreneurs. J'ai vu que... je me suis demandé si tu n'aurais pas pu être un bon psychologue, finalement, parce que tu dis que tu fais preuve de beaucoup d'empathie. Et je trouve que ce qui rallie, pour moi, tous les talents que je rencontre ici, c'est que c'est souvent des gens qui ont de l'empathie, de l'hypersensibilité. Finalement, c'est un peu des fins psychologues. Est-ce qu'on peut dire que ce serait pas ça ta force, c'est-à-dire qu'au-delà de tout le reste, évidemment, de la technicité, parce que capter quelqu'un en 30 minutes, et j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui t'ont appelé où tu vas poser des questions différentes peut-être que d'autres font sur un petit peu le pourquoi, d'où ils viennent, etc. Mais finalement, tu poses plein de questions, mais le but ultime derrière, c'est de savoir à qui t'as affaire. Bien sûr. Et de décider, mais de sentir en fait, vraiment de sentir un peu. Ouais.
Écoute, c'est marrant parce qu'en 2020, j'ai passé un certificat de coaching à l'INSEAD avec pour objectif de step up un peu mon game sur mon métier. Je me suis rendu compte que même si je posais pas mal de questions, en fait, je pouvais en poser encore plus et creuser encore plus les questions que je posais aux entrepreneurs. C'était très intéressant. Et moi, je suis un ancien introverti avec peu d'amis, qui n'était pas très à l'aise à l'école et qui passait plus son temps à écouter qu'à parler. Et donc, je pense que ça a développé chez moi une capacité d'écoute et de compréhension des gens assez fine. Et en fait, je sens les entrepreneurs très, très, très rapidement. Donc, ouais, je dirais que 2/3 du temps, quand j'ai un entrepreneur, c'est sur sa personnalité et 1/3 du temps, c'est sur son projet, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas sentir quelqu'un, mais d'investir quand même parce que tu sais que le business est bon? Oui, je l'ai fait. Et au-delà de pas sentir quelqu'un, est-ce que tu as déjà investi dans un mec que tu estimes être un gros con pour toi de ton point de vue personnel, ou tu as une certaine éthique où ça ne rentre pas en compte de ton travail? Alors, j'ai refusé d'investir dans quelqu'un que je trouvais être un gros con. Et je pense que cet investissement de 150 000 € aujourd'hui vaudrait plus de 50 millions d'euros. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et ça, en fait, c'est compliqué. Ça, c'est parce que... Ok, donc tu as mis un peu de perso dans ton jugement à ce moment-là, du coup. Exactement. Ce que tu aurais pas dû faire ou pas, du coup, après coup, alors? C'est compliqué à dire. Parce qu'en fait, il y a des gens... Peut-être pas que l'argent, tu fais ton métier aussi pour quelque chose d'autre. Puis là, il y a quand même aussi Xavier Niel derrière qui a investi et qui t'a dit directement qu'au-delà de gagner de l'argent, il y a aussi financer des vrais entrepreneurs, de la vraie technologie. Vous êtes dans un fonds particulier quand même aussi, je trouve, de ce point de vue-là. Oui, mais parfois tu vas financer des gens que tu sens bien et qui vont s'avérer être des gros connards aussi, tu vois. Donc c'est un peu piège. Mais c'est différent, tu le savais pas au début. C'était pas sur ta base de ta décision. Ouais, mais là tu vas le faire sur ce critère-là. Ma question c'est ça. Est-ce que du coup ce critère doit rentrer en compte ou pas? Pour moi, il rentre en compte. C'est difficile de s'associer avec quelqu'un que tu sens pas ou que tu n'aimes pas ou qui t'érisse le poil. Pourtant, tu le reverras peut-être jamais. Tu vas mettre 150 000 €, tu reviens jamais. Ce qui compte, c'est le... Après, attention, il y a des gens que je trouve durs, qui je trouve ont un caractère particulier, et que pour autant, je vais financer parce que je respecte le fait qu'on n'ait pas d'atome crochu, mais qu'ils soient talentueux et qu'ils n'ont pas l'air d'être foncièrement des enfoirés, quoi. C'est juste que c'est difficile de financer quelqu'un dont tu sens que les valeurs sont pas alignées aux tiennes, quoi. Je comprends. Mais bon, je le regrette pas, mais c'est vrai que c'est... Bon, tu t'en souviens, quoi, de ne pas l'avoir fait. En tout cas, il y a une richesse dans ton métier, je trouve, de rencontrer autant d'entrepreneurs. Je trouve que c'est la force des fonds d'investissement, c'est qu'il y a une richesse. C'est fou de rencontrer autant d'entrepreneurs et autant de boîtes. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu es dans ta bulle, tu fais ton truc et tu es un peu bloqué. D'ailleurs, c'est ce que je pense... Une des raisons principales pourquoi Xavier Niel a lancé ce fonds-là aussi, c'est que je pense que c'est la volonté de voir autre chose, de la curiosité, etc., intellectuelle. C'est le premier facteur de curiosité. Et toi, tu es au cœur en tout cas de cette curiosité, c'est-à-dire que c'est toi qui rencontres tous ces gens. Ah bah c'est fascinant, c'est fascinant. C'est pour ça que tu as un métier de rêve, je pense, de ce point de vue-là. Bah, je dis souvent, moi j'ai un métier de rêve parce que c'est fascinant, je rencontre des entrepreneurs toute la journée. C'est facile parce que c'est pas moi qui bosse, c'est eux, hein. Et c'est confortable parce qu'on est dans un modèle où 80% des boîtes vont aller au tapis et les 20% restantes vont nous le rendre tellement de fois qu'on va gagner beaucoup d'argent. J'ai une question technique pour toi. Donc sur 10 boîtes, combien il y en a qui vont au tapis? Tu as dit 80%? 7 à 8. 7 à 8, parce que vous, c'est vraiment au tout début. Et il y a 20% qui vont générer un multiple qui fait qu'à la fin, sur les 10 boîtes, tu as un TRI moyen pour faire en gros entre x3 et x4 sur 10 ans. De ce que font les fonds en général, peut-être vous faites... Non, c'est à peu près ça. Non, mais c'est-à-dire que tu as des vintage qui sont anormaux ou sur lesquels tu vas faire 6-7 fois. Okay. Ça, c'est super rare par contre, non? Ouais, c'est rare. C'est un outlier qui génère tellement d'argent que... Ouais, ça surperforme, quoi. Ouais. Et après, la moyenne, c'est plutôt 3. Et quand tu fais beaucoup de deals comme toi, j'imagine que du coup, ça remet une médiane parce que du coup, ça a des risques, mais en même temps, vu que ça dilue aussi. Parce que quelqu'un qui investit que dans 10 boîtes, s'il y en a une qui pète, forcément, ça va tuer la médiane. Si toi, t'en fais 1000, bon, tu vas forcément retrouver les stades plus de marché, peut-être, tu vois. En fait, t'es ce qu'on appelle un upper index du marché. Quand tu fais 100 boîtes par an et que tu es bien identifié, ça veut dire que tu as accès à la moyenne du marché. Mais si en plus, tu n'es pas trop mauvais dans ta sélection, en fait, tu es sur le haut du... J'ai vu qu'il y avait une prime, c'est ce que tu disais, il y a un peu le tier 1 des fonds qui surperforment un petit peu.
ce que tu dis dans un Ouais. podcast. Donc en gros, sur 10 fonds de la place, tu as les 3 meilleurs fonds qui vont un peu surperformer. Les 7 derrière, par contre, en général, c'est en dessous de la médiane. C'est pas top, quoi. Ouais, c'est même pas tier 1 en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est pire que ça. En fait, tu as 30 fonds. Et sur les 30 fonds, il y en a 20, ils n'existent même pas dans ta compète. Dans ton environnement compétitif, ils n'existent même pas. Tu les vois même pas. Je sais pas pourquoi ils font autre chose, quoi. Et tu en as 10 qui comptent. Et sur les 10 qui comptent, tu en as 2 à 3 qui vont faire vraiment beaucoup de perf. Putain. Donc ça veut dire que tu n'es pas sur un facteur 10%. de 2 à 10. Tu es sur un facteur de ou 2 à 3 à 10. Oui, exactement, 10%. Ouais, 2 à 3 sur 30. Ouais, c'est ça, ouais. T'as 10% qui arrive à vraiment tirer son épingle du jeu dans le monde du VC. Donc c'est super chaud de lancer un fonds VC, en fait. C'est une très mauvaise idée. C'est une power law. C'est-à-dire que tu as 95% des retours qui sont générés par 5% des boîtes. Hein. Et justement, j'avais un point par rapport à ça et je voudrais faire un lien avec un truc que je trouve que vous faites vraiment très bien. C'est le fait que toi, justement, tu travailles avec ce fonds-là aussi, le marketing, la communication, un petit peu comme une boîte normale. Tu fais un petit peu de personal branding, tu fais des podcasts comme aujourd'hui. Est-ce que ça, justement, c'est ce qui te permet de continuer d'être toujours bien identifié et de rester dans les top players ou ça n'a rien à voir? Le personal branding et le fait de faire du marketing sur un fonds, parce que ça, c'est un peu innovant aussi. Tu as plein de fonds, tu les vois pas trop communiquer, tu sais pas qui les gère derrière. Alors ça, c'est vrai, tu as raison. Je saurais pas trop te dire. Moi, je l'ai jamais fait avec un agenda particulier. J'ai toujours fait de manière organique parce qu'en fait, je le sentais, que j'avais envie. De temps en temps, je vais me mettre sur LinkedIn, je vais poster un truc. De temps en temps, je vais rien écrire pendant 2 mois. De temps en temps, je vais me remettre à écrire pendant C'est marrant, c'est pas 4 mois. calculé. Parce que, zéro. oui, mais pourtant, peut-être tu t'en rends pas compte, mais je pense que vous avez dû faire plein de deals grâce à ça qui sont venus. C'est sûr. Mais tu veux que tu n'aurais peut-être pas fait comme les 20 autres fonds que tu vois jamais, tu vois. Ouais, mais si tu vois, je communiquais beaucoup et qu'à côté de ça, quand les entrepreneurs me contactaient, j'étais pas de bons conseils, bon bah j'aurais pas des deals. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est comme c'est la semaine dernière où je reçois un email d'un entrepreneur à qui j'ai mis une claque l'été dernier. Il a un business où pendant plus d'1 an, il me dit ah là là, on rentre plein de clients dans le pipe et donc on a beaucoup de côtes et donc tout ça, ça va nous générer beaucoup de chiffre d'affaires. Et puis au bout d'1 an, je dis du coup, ton chiffre d'affaires, il est où? Et elle me dit non, mais ça arrive, c'est un peu plus long. Et puis je lui dis écoute, en fait, c'est des conneries ton histoire. Tu vois, tes clients qui sont tes prospects et qui depuis 6, 9, 12 mois te rentrent aucun chiffre d'affaires, soit ils se foutent de ta gueule, soit tu sais pas closer, soit tu as un vrai problème dans ton business model, surtout vu le type de client que tu adresses. Et 4 mois plus tard, il m'appelle, il me dit ça y est, je fais 5 fois plus de chiffres et merci pour la claque que tu m'as mise l'été dernier. Et ce call-là, il a duré, je te jure, je me rappellerai toujours, c'était dans ma voiture, ça a duré un quart d'heure. Oui, donc c'est la qualité de l'accompagnement et de ton choix des dossiers qui fait la qualité du fonds, évidemment. Et en fait, d'ailleurs... C'est une flywheel. Nous, notre job chez Kima, c'est de ne pas être proactif parce qu'on n'est pas capable d'appeler toutes nos boîtes du portefeuille. En revanche, c'est d'être réactif. Quand tu es réactif, tu demandes à un entrepreneur qui vienne avec une problématique précise à laquelle tu ne vas pas essayer de lui broder un truc, c'est soit tu as la réponse, soit tu n'as pas la réponse, et qui va avoir un impact réel sur son business. Et donc, je dis souvent, notre job, c'est de maximiser notre impact à la minute. Et moi, si je peux régler un problème ou débloquer un truc chez un entrepreneur en 15 minutes plutôt qu'1 heure, je suis content de le faire en 15 minutes. Pourtant, vous n'êtes pas lead sur les investissements, donc tu le fais vraiment de bon cœur, si je puis dire. Parce qu'en soi, oui, tu n'es pas lead dessus, donc c'est pas à toi de gérer non plus l'investissement. Donc tu le fais parce que tu es proche des entrepreneurs. Mais ça crée aussi un problème où de temps en temps, des entrepreneurs ne vont pas penser à te contacter justement parce que tu n'es pas lead. Et il faudrait peut-être parfois qu'on fasse l'effort de les contacter un peu plus ou de leur dire « n'hésitez pas ». Est-ce que tu aurais des anecdotes? Il y en a une que tu racontais que je trouvais amusante. C'est 2 entrepreneurs qui t'ont appelé. J'ai bien aimé cette anecdote. Et en fait, tu as senti qu'il y en a un qui allait niquer l'autre. Je ne sais pas comment tu as senti ça d'ailleurs. Et en gros, le truc s'est avéré 4 mois après. Comment tu as pu sentir ça? Parce que ça, c'est dur à sentir quand même de quelqu'un qui va en niquer un autre. Je trouve que tu peux voir des personnalités différentes. Ça, tu vas nous en parler aussi, parce que quand il y a des gens qui te pitchent, je pense que tu dois avoir des gens, tu vois, quelqu'un de très pragmatique ou quelqu'un qui se perd un peu dans ses idées. Ça doit être drôle à voir. Complètement. Ouais. Ça doit être drôle, parce que tu en parlais aussi. Mais je veux bien cette anecdote de comment tu peux sentir un mec qui est pas limite, qui est pas éthique, quoi, limite. Donc, je sais pas. Bon, déjà, il y a des sujets d'incompatibilité viscérale. Tu as des entrepreneurs, des associés qui parlent à différence de leur caractère. Il n'y a même pas de complémentarité. C'est sûr, ça frite. Quoi, par exemple? Un entrepreneur extrêmement diligent avec un entrepreneur bordélique. C'est mort. Ah, ça marche pas, ça? Ah non, le diligent va péter un câble.
Il va se séparer du bordélique. L'entrepreneur un peu verbeux, qui est pas au tac au tac, qui est un petit peu lent sur les relances et tout, et celui qui a la gouache, met du rythme et déglingue tout. Bah, c'est sûr, il va sortir l'autre à un moment donné, quoi. Okay. Et là, par exemple, il y a pas longtemps, c'était il y a même pas 6 mois, on était avec Alexis et un entrepreneur qui s'associait sur un projet, et juste avant, on avait reçu un mail de son associé. Le mail de son associé, il n'y avait rien, il y avait dans le mail 20 mots. Immédiatement, j'ai dit à Alexis, alors, lui, c'est sûr, c'est un gros con. Et son associé qui nous envoie pour qu'on le rencontre, c'est sûr, il va le niquer. Genre, c'était écrit. Et donc, on rencontre le mec, il nous pitch le truc, le setup, l'organisation avec ses cofondateurs et tout. Et je dis, écoute, je suis désolé, nous, on va pas faire le deal parce qu'on n'aime pas trop la vibe, quoi, de ton associé. Mais surtout, je te le dis maintenant, et puis on en reparle dans quelques mois, tu vas te faire niquer. T'es chaud de l'avoir dit quand même, parce que c'est dur d'avoir des certitudes sur ce genre de choses. Je trouve que tu te mouilles un peu, quoi, en faisant ça. Écoute, je lui dis, j'espère avoir tort. Si j'ai tort. C'est sympa de le partager, en tout cas, c'est un tant insight. mieux, tu vois. Mais bon, sur un mail, mais t'as vu quoi dans le mail? C'est ton intuition, c'est des mots, tu vois tellement de mails en fait que ton cerveau c'est instantané. Ah ouais, en c'est gros. instantané. En fait, tu pourrais même pas l'expliquer. Peut-être que c'est de l'intuition de. Tu sais, on dit souvent l'intuition et l'instinct c'est le fruit de l'expérience. Totalement. Donc en fait, c'est tes neurones qui se connectent instantanément. T'as la certitude, quoi. Ah, c'est exactement ça. Et je te dis, il y avait littéralement 2 phrases. Il y avait peut-être 20 ou 30 mots dans l'email. C'est fou ça. Mais c'est un entrepreneur. Nous, on est assez avenant. Donc c'est un entrepreneur. On nous contacte cet entrepreneur. Et je dis, je suis ravi qu'on se rencontre. On peut se parler un peu quand tu veux. Et en gros, l'entrepreneur me dit, si tu veux qu'on se parle, le mieux c'est que tu prennes un train et que tu viennes à Londres pour qu'on se rencontre. Mais je suis occupé, mais ça me ferait plaisir qu'on se rencontre. En fait, il y avait un truc un peu bizarre où à la fois il roulait des mécaniques et en même temps il essayait d'être poli, mais en fait, ce que tu te rendais compte dans son email, c'est que le fait d'être poli pour lui était un effort. Intéressant. Et là, je me suis dit, oula, t'es en pleine levée de fonds, le but c'est de créer des connexions avec des gens et tout, et être poli est un effort, c'est weird. C'est marrant parce que dans le milieu de la finance, les gens sont plutôt analytiques, et quand je te parle, t'as l'air d'avoir une intuition assez forte, en tout cas, et t'en parles et ça se ressent, je pense. Parce que moi j'ai déjà vu plein de financiers dans des fonds et je suis pas sûr qu'ils savent décrypter ce genre de mail, tu vois. Ils vont plutôt regarder le Excel avec les chiffres. Ah, mais c'est des financiers, ils font du... Moi je fais de l'amorçage, mais les entrepreneurs ils n'ont pas de business plan, ils n'ont pas d'Excel et ils ont très peu de chiffres. Donc la seule chose que je peux juger, c'est leur caractère. Et d'ailleurs, les 3 choses que je juge immédiatement, c'est est-ce qu'ils ont du rythme? Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vite. Hein. C'est quoi? C'est une fougue? C'est quoi? C'est une énergie? C'est la rapidité avec laquelle tu réponds à un email, la manière dont tu réponds, et la manière dont tu vas prendre tes décisions et tu vois, y avancer. Quelqu'un d'assez vif, quoi. Ouais. Meilleur exemple, Alexandre Boisise de Deal. Voilà, la boîte vaut, je sais plus, quelque part entre 10 et 15 milliards, quoi. Les plus belles boîtes, ça, je pense. Ouais, j'ai jamais vu un mec avec une énergie comme ça n'existe pas. Okay. Incroyable. Donc, le rythme, très important. La deuxième chose, c'est l'adaptabilité. En fait, l'entrepreneur, s'il est trop buté et qu'il manque d'ouverture, qu'il est trop obtus dans sa vision du monde, il va taper le mur, quoi. Quelqu'un d'ouvert, quoi. Quelqu'un qui sait se remettre en question. Quelqu'un à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'il va tout suivre, etc. Parce qu'à un moment donné, les très bons entrepreneurs font des choix singuliers qui sont contre-intuitifs ou contre l'avis du reste du monde et qui s'avèrent être payants, mais qui savent écouter et traiter l'information. Donc l'adaptabilité est super important. Et le troisième truc, c'est des gens qui savent s'entourer. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu vois, vous êtes 250, j'imagine que 250, pour y arriver, pour structurer ça, il faut s'entourer. Tu ne fais pas ça le seul, tu vois. Et c'est vrai que l'adaptabilité dans les projets en site, c'est super important parce que j'imagine qu'ils pivotent plusieurs fois. C'est jamais le projet initial. C'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être jamais le projet initial qu'on voit à la fin dans ton domaine. Exactement, comme Slack. Tu vois, Slack, c'est une boîte de gaming qui finalement a créé un outil interne de communication qui est devenu Slack. Ah, je savais pas ça. Extraordinaire, tu vois. Je savais pas que c'était une boîte de gaming à la base. La boîte avait levé 15 millions d'euros et était au bord du gouffre. Est-ce que tu t'es déjà... je suis désolé, je suis très curieux, mais est-ce que par exemple, tu as déjà été... tu as une connexion très forte avec des gens, une forte empathie, et du coup, tu as un peu foncé tête baissée. En fait, c'est l'inverse de ma question de tout à l'heure sur quelqu'un que tu n'as pas senti, et tu t'es trompé sur la base d'un fit, de ton empathie, de ta sensibilité trop forte avec quelqu'un. Tu t'es un peu laissé séduire, quoi, on va dire, ou
tu arrives à rester froid? Parce que quelqu'un de très intuitif, son problème, c'est qu'il peut aussi peut-être manquer de froideur parfois, tu vois. Alors, dans le passé, beaucoup, ouais. J'ai parfois pris des décisions trop rapides sur des profils qui n'étaient pas les bons profils. Maintenant, beaucoup moins. C'est cool parce que tu te fais ta jauge. Au final, là, tu commences à rouler ta bosse. Donc, tu mets la jauge entre l'intuitif, l'analyse, tous les critères. Moi, je suis un prendre fonceur. ta bonne décision. Ouais, et puis je suis un fonceur, donc je sais qu'il faut que j'arrive à me tempérer au moins temporairement pour essayer de reprendre un peu mes esprits avant de prendre une décision finale. Tiens, ça me fait penser à une autre question que j'ai pour toi, que je pose souvent. J'ai beaucoup réfléchi à l'esprit de compétition, l'aspect de la gagne. Et en fait, c'est un truc de fou, ce truc-là, parce qu'en fait, et tu vas rigoler à mon avis dans les anecdotes que je vais te partager. Et j'en ai parlé, mon dernier invité, c'était Yomi Denzel, on en a parlé. Il a ce truc-là depuis qu'il est tout petit, il voulait être footballeur professionnel. Et on plaisantait ensemble, on disait, putain, mais est-ce que toi aussi, quand tu étais petit et que tu perdais, c'était un vrai problème? Et on rigolait de ça parce que moi, j'ai aussi ça en moi. C'est-à-dire que perdre, ça a toujours été un vrai problème pour moi. Et j'ai réalisé que c'était pas commun quand, en fait, une connerie, tu fais un match de console avec un pote et en fait, quand il perd, tu vois qu'il s'en fout. Et d'ailleurs, pour compenser ça, moi, j'avais développé un peu un vice. Je commençais à demander qu'il y ait des paris d'argent, etc., pour créer que les autres aient le même sentiment que moi, tu vois. Excellent. Et tu parles beaucoup, toi, de l'esprit de la gagne. Je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. Tu penses que ça vient d'où, ce truc-là? Parce que justement, après toutes mes recherches et tous les invités que j'ai eus, j'ai toujours pas trouvé pourquoi il y a des gens qui naissent en l'ayant et d'autres qui ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont pas compétiteurs dans l'âme, mais vraiment, c'est pas très grave. La compétition, voilà, c'est pas un facteur important. Toi, je sais que c'est important pour toi. Moi, c'est clairement mon moteur. Hein. C'est la compète. Mais c'est pas une compète contre les autres, c'est une compète contre moi-même. Je sais pas t'expliquer pourquoi. Oui, mais c'est pareil, au final, c'est un esprit de compétition. Oui, mais face aux autres ou face à soi-même, c'est la même énergie, je pense. Alors, perdre ne me dérange pas. Je dis pas que je m'en fous, mais c'est pas ça qui m'émeut. En revanche, je ne fais rien sans avoir une réelle intention de le faire à fond, d'y aller, de gagner, tu vois, d'y mettre toute mon énergie. Et j'aime l'apprentissage dans l'échec aussi. Donc, en fait, au final, tu t'en tires gagnant. Ce qui est juste, c'est, tu vois, l'intention que tu mets quand tu démarres quelque chose. Et donc, on peut déjà commencer avec ça, tu vois, la gagne dans ce sens-là. Et d'où ça vient? Putain, c'est une bonne question. C'est dur à analyser ça. Mais je pense que tu as l'esprit de compétition parce que moi, j'ai un peu la même chose. En fait, quand tu te bats pour quelque chose, que tu mets toute l'énergie nécessaire pour arriver à quelque chose, si le résultat est négatif, tu vas pas mal le vivre parce que tu auras mis tous les moyens pour y arriver, tu vois. Exactement. Je pense que c'est ça l'esprit de la compétition, tu vois. Et après, le driver, moi, par exemple, je déteste perdre mon temps. Si je perds mon temps, c'est parce que j'ai choisi de le perdre. Tu vois, j'ai décidé de contempler, j'ai décidé de rien faire. C'est une décision qui est concrète, intentionnelle, dans laquelle je m'engage. Même si je dois me foutre sur un hamac à rien foutre, je l'ai décidé. Mais rentrer dans une tâche, rentrer dans quelque chose et pas, tu vois, vivre ce moment à fond, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je sais plus, cette vidéo que j'avais vue qui m'avait fait marrer, où la personne disait tous les jours, je te donne 83 000 euros. Par contre, à la fin de la journée, il faut que tu aies brûlé ces 83 000 euros. OK ? Et tous les jours, je vais te redonner 83 000 euros. Bah, très rapidement, en fait, tu ne vas plus prendre conscience de ce que représentent ces 83 000 euros. Tu vas t'organiser pour les brûler, pour les consommer, pour en faire quelque chose. Oui, tu vas un peu investir, tu vois, emprunter, je sais pas quoi, mais comme tu as la certitude que tous les jours, tu vas avoir ces 83 000 euros, la saveur qu'ils représentent, en fait, diminue, enfin, tend vers zéro. Une journée, c'est 83 000 secondes. Ah, je l'avais vu. Tous les jours, on te rend ces 83 putains de 1000 secondes, tu vois. Et qu'est-ce que t'en fais? Eh ben moi, je déteste me lancer dans quelque chose sans y mettre l'énergie que mérite chacune de ces secondes, tu vois. En tout cas, tu t'en fous de perdre quand tu as mis toute l'énergie nécessaire pour y arriver. Exactement. Par contre, quand tu démarres un jeu, c'est pour gagner. Ah, tu bien démarres sûr. pas sinon. C'est ça que tu dis. Je démarre avec l'envie de gagner. Ouais, si tu démarres, c'est pour gagner, quoi. Mais par contre, il m'arrive souvent de démarrer des choses en sachant que la probabilité que je gagne est faible. Mais c'est pas grave si j'y ai mis tous les efforts pour faire le maximum. Et alors, comment justement tu as réussi à reprendre le contrôle un peu sur ta vie d'une certaine manière? Ça fait un peu question deep, un peu question de psychologue, mais
quand tu es mal organisé, que tu arrives à écrire un livre sur comment s'organiser, à devenir un sportif de haut niveau. Pour moi, c'est haut niveau Ironman, je le considère presque comme du professionnalisme. Mais c'est quoi les astuces que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui voudraient à un moment donné... je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans sa situation. Et je trouve ça ultra difficile, le gap de passer d'un état où tu actives un mode de discipline pour arriver à l'état suivant. Il faut une espèce d'énergie que tu n'as pas de base, en fait, au moment où tu as besoin de l'activer. C'est à ce moment-là que j'ai du mal à comprendre comment tu arrives à activer ce truc-là de discipline pour arriver à ton objectif quand tu es dans un état un peu d'habitude et un petit peu plus tranquille, quoi, on va dire. Putain, c'est vraiment compliqué parce que si tu n'as pas de driver pour cranter ses habitudes, ses routines ou changer la manière dont tu fonctionnes, de toute manière, tu vas revenir sur l'état initial dans lequel tu étais, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret, il faut un driver. Moi, Ça, c'est un super retour. Je me permets de te couper, mais aujourd'hui, c'est un peu la mode du développement personnel. Et en gros, tu as pas mal de gens qui te disent voilà, il faut mettre de la discipline, mais ils ne parlent pas des drivers. Mais au final, tu peux pas forcer ta nature. Je pense que tu reviens à l'état de nature. Si tu n'es pas discipliné, de toute manière, tu ne seras pas discipliné. En fait, tu ne vas pas t'inventer quelqu'un qui se discipline. Donc, il faut que tu trouves des drivers, c'est important. Et après, il faut aller chercher du plaisir dans cette discipline-là. Et le meilleur moyen d'aller chercher du plaisir, c'est de faire quelque chose qui fait pas mal au démarrage, qui est facile à implémenter. Et je ne sais plus quelle est la stat, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 semaines, mais au bout de 5 à 10 semaines, en fait, ça s'inscrit comme une habitude. Donc, va cranter juste une amélioration quotidienne sur ta vie. Ça peut être, exemple bête, tu veux faire attention à ta ligne. Le réflexe de base, c'est tout d'un coup d'avoir un énorme plan nutrition. Tu vois, genre, j'ai un plan nutrition. Non. Déjà, arrête l'alcool en semaine. Ou arrête les féculents le soir. Ou concentre... Enfin, tu vois, ne prends aucune tartine de Nutella le matin. Pas besoin d'avoir tout un plan en nutrition. Évidemment, le temps passe, il ne faut pas que tu y passes 1000 ans et tout, mais déjà, fais une chose, fais-le bien. Là, tu vas prendre plaisir à te rendre compte qu'en réalité, tu n'as pas beaucoup plus faim, que c'est une bonne habitude, que tu te sens mieux, et puis tu vas cranter une deuxième amélioration incrémentale là-dessus, etc., etc. Et moi, en fait, mon organisation, elle s'est faite parce que c'est peut-être 20 actions qui, tu vois, mis bout à bout, font que tu deviens une machine, quoi. Mais tu as répondu à la question, du coup, c'est mettre un certain nombre de micro-actions. C'est-à-dire pas se dire je gravis la montagne direct. C'est vraiment ce que c'est Inox Tag avec son documentaire qui a compris ça à 21 ans. Putain, il a compris ça jeune quand même, mais c'est vrai que son message derrière le documentaire, c'est des petits pas les uns après les autres. Et c'est vrai que c'est pas, c'est un peu contre-intuitif au final, parce que quand tu as un objectif, l'être humain, il veut directement dès le lendemain faire des trucs de ouf. Oui, et il y a un autre truc aussi, c'est ce qui se passe immédiatement dans ton esprit versus le ressenti que tu vas avoir a posteriori. L'envie d'arrêter, d'abandonner, de lâcher l'affaire, de faire ce petit caprice ou ce petit écart est hyper facile et avec une gratification immédiate. Mais rappelle-toi que si tu suis ta discipline, si tu fais les choses bien, si tu vois, tu te forces un tout petit peu, tu vois, à suivre cette discipline que tu t'es imposée, la gratification a posteriori est bien plus importante. C'est comme une séance de fractionné quand tu cours. Bah ouais, les 5 fois 1 km à balle, ils font super mal. Et avant de les faire, tu n'as vraiment pas envie. Mais par contre, la gratification a posteriori est 10 fois plus importante à celle que tu aurais eue si tu t'es posé sur ton canapé pour regarder Netflix à la place, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est ton hack à toi. C'est comme ça que tu arrives t'as réussi en tout cas à activer toute cette discipline autour de ces projets, que ce soit sur ton organisation ou là sur l'Ironman, parce que t'as pas couru du jour au lendemain à l'Ironman à mon avis. Ouais, mais tu vois, le Ironman, j'ai fait mon demi-Ironman la première fois, c'était en mai 2023 et j'avais couru 4 fois avant et j'avais pas couru depuis 10 ans. Et je fais mon full Ironman 3 mois et demi après avec tu vois, full Ironman, t'as quand même 4 km de nage, 180 km de vélo et après tu as un marathon de 42 bornes, quoi. Et tu as eu vachement peu d'entraînement là pour ce truc. Je me suis quand même entraîné 15 heures par semaine pendant 3 mois et demi. Et puis je pense que j'ai de la chance d'avoir de bonnes dispositions. Ok. Et ensuite, zut, j'ai oublié un truc juste avant, quand tu parlais d'Ironman, discipline, run.
Merde, je sais plus. En tout cas, ouais, t'arrives à activer une discipline. En tout cas, je trouve que c'est une force que t'as. Parce que je trouve que ce qui est cool avec ce que tu arrives à faire, c'est que tu arrives à reprendre le contrôle de ta vie. Pour moi, c'est vraiment ça le message, parce que ce soit un régime, se mettre au sport, bien s'organiser, enfin, il y a mille et une choses par personne, donc on veut tous faire. Bah voilà, je trouve que ce déclic de mettre cette discipline pour y arriver et que ça devienne une routine, je trouve que c'est pas toujours simple. J'ai l'impression que tu arrives plutôt bien à le faire. Ouais, mais il faut trouver ses drivers, il faut vraiment trouver ses triggers, il faut savoir comment fonctionne. Le problème, c'est que moi, je croise beaucoup d'individus, et notamment de jeunes, qui ne se connaissent pas. Tu peux pas évoluer si tu te connais pas. Moi, je disais que tu étais un fin psychologue, parce que du coup, tu vois, quand tu rencontres des entrepreneurs, tu essaies vraiment de savoir d'où ils viennent. Et souvent, je leur fais des remarques. Par exemple, j'ai un entrepreneur que j'aime beaucoup, mais qui est verbeux. Donc, il va venir pour 45 minutes de rendez-vous. Au bout d'une heure, il peut tenir la jambe. Et il n'a pas vu qu'il y a une heure qui s'est écoulée et qu'on a cramé 15 minutes. Et moi, ça me rend ouf. Hein. Bah, à un moment donné, cet entrepreneur, je vais dire, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Tu es vachement verbeux, quoi. Et quand tu es verbeux, j'imagine que ça te permet, toi, tu vois, de réfléchir et d'avancer dans ton projet et tout. Mais en même temps, il faut que tu te reconcentres sur l'essentiel. Et il faut que tu arrives à faire cet élastique entre les deux. Et ben, l'entrepreneur à qui tu dis ça, et à qui personne n'a jamais osé lui dire ça, tu vois, il est trop content. S'il n'est pas trop susceptible, il sort de là et dit ah bah merci, personne ne me l'avait dit, en fait, t'as raison, je suis con. S'il est intelligent, ça va beaucoup l'aider. S'il se braque, c'est que c'était pas. On s'en fout, ce sera pas ton copain. C'est cool en tout cas que tu donnes des insights aux entrepreneurs. Je pense qu'on en a besoin quand on se lance. Et non, je pense que c'est important. Ça m'a fait oublier ma question, ce truc-là. Moi aussi. On a tout oublié. C'est pas moi qui suis jet lag. Hein. C'est moi qui suis jet lag. Ouais, c'est pas toi qui es jet lag. Tu viens de New York et c'est moi qui ai oublié les questions. Non, c'est passionnant. Moi, je trouve que tu as franchement un métier incroyable, le fait de rencontrer autant d'entrepreneurs. Non, j'avais d'autres questions un peu techniques. Ah oui, est-ce que, tiens, c'est ça, j'ai retrouvé. Est-ce que tu vas loin un peu dans les tests de personnalité? Parce que il y a des gens qui me parlent souvent, par exemple, des couleurs sur les gens, etc. Genre, je sais pas si tu l'as vu, ce test avec les couleurs rouges, jaunes, etc. Moi, je trouve que je suis pas fan de ces trucs-là parce que j'aime pas trop mettre des étiquettes sur les gens. Pour moi, tu vois, c'est un peu plus complexe. La personnalité de quelqu'un, elle est plutôt multicolore que juste une couleur. Et j'ai l'impression que pour toi, quelqu'un qui est trop verbeux, par exemple, et peut-être pas assez vif et pragmatique, c'est un vrai red flag. Enfin voilà, au niveau de la test de personnalité, à quel point tu vas loin et à quel point tu as des red flags instantanés? Moi, je fais pas de test de personnalité, comme tu dis, rouge, bleu, vert, caméléon, chameau, je sais pas quoi. Mais t'avais pas vu passer ça, non? Genre bleu, c'est analytique. J'ai vu plein. Mais parce que verbeux, ça serait dans mon truc. Je crois que c'est jaune dans le truc. C'est des gens qui aiment bien être dans la discussion, qui aiment bien dans une réunion attirer la lumière, faire un peu des blagues, être cette personne un peu sociale. Mais par contre, si tu lui demandes d'organiser quelque chose, etc., il va être moins bon, quoi, tout de suite, tu vois. Ouais, mais le problème de ces tests de personnalité, c'est qu'en fait, personne n'a de défaut, tout le monde n'a que des qualités dont il faut savoir tirer profit. Et je déteste ça. Moi, j'aime bien, tu vois, voir les forces et les faiblesses des gens et pas avoir cette espèce de truc 360 où en fait, tu vois plus clair à la fin. En revanche, ouais, il y a des red flags. Les red flags, c'est ceux qui te disent des choses que tu ne comprends pas. Et tu as beau leur répéter la question pour qu'ils s'expriment intelligiblement avec des questions simples. Hein. Okay. Le fait de ne pas comprendre ce qu'ils te disent, alors que tu leur as posé des questions simples, ça m'inquiète vachement. Peut-être avec le stress aussi, peut-être ils peuvent perdre leurs moyens. Oui, mais c'est pour ça que quand je suis avec un entrepreneur, je lui demande jamais de me présenter sa boîte, jamais de me sortir un deck. C'est moi qui pose des questions, c'est lui qui réagit en face. Parce que mon job, c'est d'interviewer des fondateurs. Je fais ça 15 fois par semaine. Donc, je vais pas demander à un entrepreneur de se pointer et de me faire un one-man show, en fait. Tu vois, ce serait le mettre dans la merde, potentiellement. Et du coup, ça biaiserait ton avis derrière, parce que s'il est stressé, il perd ses moyens. Du coup, tu n'as pas la vraie personne en face de toi, et toi, tu vas tirer un jugement d'une situation où il exprime pas bien ce qu'il fait. Donc moi, mon job, c'est de les mettre à l'aise. Évidemment, il y a des pièges. Par exemple, je vais dire à un entrepreneur que je connais pas, raconte-moi ta vie, ton œuvre, et je vais voir celui qui va rapidement aller au but et celui qui va me passer 1000 ans sur son expérience précédente et qui va pas comprendre que il faut qu'on avance parce qu'on n'a que 20 minutes, quoi. Après, je vais regarder comment les entrepreneurs réagissent quand je les coupe pour passer sur un autre sujet. C'est pas mal, ça. Le côté coupé. Parce que je sais qu'il y a des personnalités qui réagissent super mal à ça. Exactement. Je vais les provoquer sur des questions. Alors, il y a des questions qui sont provocantes. Tu regardes comment ils réagissent. Et des questions qui sont connes. Tu regardes comment ils réagissent, tu vois.
Donc, des questions qui sont bateaux. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de questions bateaux parce que les plus grandes réponses se trouvent justement dans ces putains de questions bateaux. Tu vois, c'est quand tu es avec un de tes collaborateurs et qui t'explique quelque chose et tu sens qu'il y a un loup. Tu sais pas, c'est comme le pisciniste, ce putain de pisciniste, moi, chez moi, qui m'a dit là, j'ai 1m80. Je dis ah non, il n'y a pas 1m80, là, il y a 1m60. Là, il n'y a pas 1m80. Regarde, je me mets debout, il y a pas. Il me dit non, mais fais-moi confiance, tu vois. Non, mais je te jure, il n'y a pas 1m80. Et ben, il coule sa piscine et on fait le calcul après. Il n'y a pas 1m80, il doit tout recommencer. Et en fait, quand tu as une intuition, quand tu es entrepreneur sur un truc un peu bateau, tu creuses, quoi. Et donc, moi, je cherche ça. C'est vraiment, je trouve que c'est le propre des gens intelligents que j'ai rencontrés, c'est qu'ils posent des questions bateau. Moi, c'est marrant. Hein. Mais justement, je trouve que il y a beaucoup de gens qui trouvent ça, qui peuvent être condescendants, etc. Et souvent, les gens qui ont beaucoup réussi, je dis très intelligents, mais qui ont aussi beaucoup réussi, en fait, vont poser des questions assez basiques, assez bêtes. Mais c'est là qu'on est dans le réel aussi, je trouve. Et les gens n'osent pas souvent le faire parce qu'ils ont peur que ça n'élève pas le débat, de passer pour des idiots, ou le fait de zut, j'aurais dû comprendre mais j'ai pas compris. Si j'ai pas compris, c'est peut-être moi qui suis bête. Non, si t'as pas compris, c'est peut-être qu'on te l'a pas bien expliqué. Redemande quand même. Ouais, non, c'est intéressant. J'ai une autre question pour toi. Donc, les pitch decks, ils te les présentent ou pas pendant la présentation ? Jamais. Okay. Je demande pas de pitch deck pendant les calls, je le demande après ou avant. Est-ce que tu aurais des tips pour savoir comment faire un bon pitch deck ? Un bon pitch deck, c'est 5 grandes parties. Hein. La première, c'est sur la problématique. Et c'est compliqué la problématique parce que c'est vraiment les 3 premières slides du produit. C'est là que tu instaures un climat de confiance avec l'audience. Et ce qui est difficile, c'est que si tu parles d'une problématique sur laquelle ton audience n'accroche pas, ou sur laquelle ton audience n'est pas d'accord, tu vois, avec le postulat, la manière dont il faut résoudre le problème, etc., en fait, tu as perdu la confiance de l'audience genre à la première minute. Donc, ça veut dire que ça va être compliqué de motiver les personnes par la suite. Donc, il faut vraiment arriver à attraper les gens sur les 3 premières slides. Et les 3 premières slides, c'est toujours quel est le problème, pourquoi il n'a pas été résolu. Et donc, en répondant à cette question-là sur le pourquoi il n'a pas été résolu, tu vois, tu as un début de réponse, quoi. Et souvent, c'est lié à un gros postulat de marché, à un gros chiffre, à quelque chose d'un peu important. Et quand tu l'exprimes à quelqu'un qui n'est pas du secteur, tu vois, se dit « Ah ouais, putain, c'est intéressant, ça, je ne savais pas. » Tu vois. C'est pour attirer l'attention, en gros, ce truc-là. Obligé. Tu es obligé. Tu attires l'attention sur quelque chose qui est compréhensible et qui te donne envie d'aller plus loin, tu vois, et sur lequel tu as envie d'être d'accord. Tu te dis « Ah ouais, putain, c'est vrai. » Genre, et tu veux savoir plus. Là, tu as l'attention de la personne. Et tu peux adresser la partie produit. Et la partie produit, c'est toujours qu'est-ce que je développe comme produit. Hein. Et donc, je te montre, c'est visuel. Et à la fois, il faut que je te montre que c'est complet, mais concis à la fois. Tu vois, c'est un exercice compliqué, ça. Et ensuite, tu as la proposition de valeur versus la valeur perçue. La proposition de valeur, il n'y en a qu'une dans une boîte. Quand tu es Uber, tu dis, moi, j'emmène les gens d'un point A à un point B. Hein. Et aujourd'hui, la proposition de valeur d'Uber est même plus high level que ça, c'est Urban City Grid, tu vois, grosso merdo. Mais la valeur perçue, c'est toutes les raisons pour lesquelles les gens vont acheter ton produit. Prends Uber, c'est parce que tu as l'IT en temps réel, c'est parce que tu n'as pas besoin de sortir de cash, c'est parce que le chauffeur est sympa, c'est parce qu'il y a de l'eau dans la bagnole, c'est parce que tu peux choisir ta voiture, c'est parce que c'est plus facile pour tes expenses. Je sais pas, il y a plein de raisons. Hein. Donc, première partie, problème. Deuxième partie, le produit. Troisième partie, le marché. Marché, c'est quelle est ta cible, tu vois, et souvent, quelle est ta cible, la plus petite cible que tu adresses et comment tu l'élargis. Ensuite, comment tu te positionnes par rapport aux compétiteurs. Alors, le piège, c'est souvent de se mettre en haut à droite d'un graphe où tu dis, moi, j'ai plus de features et je suis plus ceci, cela. Mais en fait, ça n'apporte aucune saveur particulière. En vérité, il faut rester du point de vue de l'entreprise où tu as un persona que tu vas servir, c'est tes clients. Et tes clients, il y a ton produit, mais il y a aussi d'autres produits potentiels qui ne sont pas forcément d'ailleurs pile dans ta cible, qui sont peut-être adjacents. Par exemple, tu prends Uber, l'individu va se déplacer d'un point A à un point B. Il peut utiliser les transports en commun, c'est la concurrence. Il peut utiliser un taxi, c'est la concurrence. Il peut utiliser sa propre voiture, c'est la concurrence, tu vois. Et donc, où est-ce que tu te positionnes par rapport à ce truc tout bête de on va d'un point A à un point B, qu'est-ce que j'utilise ? Et puis ensuite, ta secret sauce face à ça. Qu'est-ce qui te différencie ? Je prends un exemple, Deliveroo. Quand Deliveroo est arrivé sur le marché en France, à l'époque, il n'y avait pas encore Uber Eats, mais il y avait Foodora, il y avait plein d'acteurs qui Take It Easy, je crois, des gens comme ça qui sont arrivés sur le marché. Et tu demandais pourquoi est-ce que Deliveroo a gagné par rapport aux autres.
Le truc qui paraît tout con, hein, mais la secret sauce de Deliveroo, c'est que ils étaient reliable. C'était à l'heure. Quand tu commandes un burger et qu'on t'a dit qu'il arrivait dans 23 minutes, il faut pas qu'il arrive dans 25 minutes. Il faut qu'il arrive dans 23 putains de minutes. Parce que déjà, les 23 minutes, ça te fait chier, t'as la dalle, tu l'as commandé, t'as faim. Si en plus tu dois attendre 10 minutes de plus, t'es à cran, quoi. Et en fait, Deliveroo, c'était le service de livraison de bouffe le plus reliable. Ils avaient moins de restos Take It Easy, mais ça marchait mieux. Ils avaient moins de restos que Foodora, mais ça marchait mieux. Et donc les gens utilisaient tous les services avec les coupons, puis à un moment donné, ils switchaient sur celui qui marchait mieux. Et c'était parce que le plus gros point du coup d'un business, c'est pas celui le plus évident d'une certaine manière. Exactement. Ça, c'est dur à trouver, du coup, c'est le problème. Il faut se remettre du côté du client final. Et ce qui est difficile aussi, c'est Yomi qui m'a expliqué ça, c'est que ce que verbalise le client quand tu fais une étude de marché de ce qu'il attend n'est pas forcément le problème qu'il faut régler, qui doit être... Les gens, ce dont ils ont envie n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Ok, ouais. Ah, moi je veux... Non, tu as besoin d'eux, c'est pas pareil. Il y a ça, ouais, non, il y a ça aussi, ouais. Ça rejoint le fait que le problème à résoudre reste caché, du coup, parce qu'il suffit pas d'aller voir le client, lui demander, tu peux pas, il faut lire, il faut le trouver. Toi, ton job, c'est de lui poser les questions qui lui permettra de trouver la réponse qu'il n'avait pas trouvée lui-même. Voilà, c'est ça. Parce que c'est comme le coaching d'ailleurs, tu vois, les gens n'ont pas la réponse, enfin, ils ont la réponse chez eux, mais ils sont incapables de la verbaliser eux-mêmes. C'est ton job de sales d'aller trouver cette réponse-là. J'ai l'impression que c'est important d'être intelligible, en tout cas, qu'il y a un sujet de communication pour lever des fonds, c'est-à-dire juste être clair, précis, faire un deck, j'allais dire bête et méchant, mais d'une certaine manière, il ne faut pas rendre les choses trop complexes non plus pour vous, parce que vous en lisez beaucoup. Il y a ce sujet-là un petit peu, c'est-à-dire que est-ce que tu as un sentiment... Intelligibilité, c'est critique. Okay. C'est l'un des facteurs numéro 1, et c'est d'ailleurs ce qui fait quand on reçoit un mail, qu'on est plus ou moins enclin à prendre un rendez-vous avec un entrepreneur. Limite, si tu comprends pas assez bien le mail, tu réponds pas parce qu'en fait, c'est pas... Enfin, tu réponds pour dire que c'est pas pour toi, parce que tu réponds à tous les emails, mais je prends pas le rendez-vous. Mais donc, tu vois, tu as problème produit marché, et après, tu as les deux dernières parties qui sont une partie data, où je te donne comment je distribue, comment je vends, le go-to-market, le business model, mes chiffres à date et tout. Et une dernière partie sur l'équipe, où quelles sont l'équipe, quel est mon plan à venir, et ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Et c'est quoi les valos sur lesquels vous rentrez du coup, parce que vous êtes vraiment au début? C'est où c'est le plus risqué au moment où vous arrivez? Ça peut aller de 2 millions d'euros à 20 millions d'euros. À 20 millions d'euros sur le premier tour? Ouais, il y en a malheureusement. Ça existe ça? Ouais, j'aimerais bien que ça n'existe pas, mais ça existe. Ça existe quand même. Ça doit être assez fou. Par contre, vous l'avez déjà fait plein de fois, et c'est assez frustrant parce que c'est pas les boîtes sur lesquelles tu vas gagner le plus d'argent. Mais bon, si un jour tu fais x10, tant mieux. Et j'avais une question par rapport au valo. C'est quoi ta vision du marché? Parce qu'à un moment donné, il y avait une étude qui était sortie qui montrait qu'il n'y avait aucune boîte en France, je crois, pendant une année qui s'était vendue à plus de 50 millions d'euros, je crois. Et donc, du coup, ça peut poser une problématique. Qu'est-ce que les fonds ont en tête quand ils investissent sur des boîtes en France qui sont valo plus de 50 millions? Alors que si tu regardes, par exemple, sur les 2 dernières années, si on n'a eu qu'une qui a été vendue à cette valeur-là, c'est finalement de surfer sur le prochain fonds qui va rentrer sur encore une autre valo, parce que ta probabilité de sortir à plus de 50 millions, s'il n'y en a jamais dans la tech qui s'en vendent à ces montants-là. Ouais, mais en même temps, si tu fais ce parallèle-là, en fait, tu fais plus de paris, quoi. T'investis plus dans rien. Moi, je me rappelle en 2015, quand je suis rentré chez Kima, on m'avait dit on vend pas de boîte à plus de 100 millions en France, c'est impossible. Et en 2016, on a vendu Capitaine Train à 300 millions, et en 2017, on a vendu une autre boîte, Zenly, à 200 millions. Et tout d'un coup, tu avais fait 2 des plus gros exits des 10 dernières années. Parce que vous avez les meilleurs. Parce qu'en fait, si on n'avait pas peut-être beaucoup d'autres, je pense. Demain, d'aujourd'hui, c'est 200 millions. Demain, c'est 1 milliard. Ou 5 milliards, il y en aura. Et alors, vous, quand vous investissez ensuite, vous restez dans la boîte ou dès le prochain tour, après, on vous rachète et vous sortez? On essaie de rester le plus longtemps possible. Parce qu'en réalité, tu as un facteur qui est une très belle boîte dans ton portefeuille. Il y en a peut-être 2 ou 3. Ces belles boîtes vont mettre 5 à 7 ans pour valoir 1 milliard d'euros. Admettons, ça peut être 500, mais mettons 1 milliard d'euros. Elles vont mettre 3 ans à redoubler de valeur, passer de 1 à 2 milliards, et elles vont remettre 2 ans à redoubler de valeur, puis peut-être encore 2 ans à redoubler de valeur. Donc, en fait, tu as fait tout cet effort d'attente pendant 7 ans, et je te dis attention, sur les 4 à 5 années à venir, tu vas faire 4 fois la mise que tu as déjà faite sur les 7 premières années. Tu lâches pas le truc. Donc oui, peut-être que cette boîte-là va le tapis, que ça ne marchera pas, qu'ils ne vont pas doubler de valeur tous les 2-3 ans, etc. Mais en fait, tu regrettes très rarement de ne pas avoir vendu une position dans une boîte.
Alors qu'à l'inverse, tu regrettes d'avoir vendu trop tôt une boîte qui vaudra demain très 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 cher. Puis vu que vous en faites beaucoup, le but c'est qu'il y en ait une qui sorte du lot. J'avais vu j'avais vu un investisseur américain, Business Angel, qui avait une stratégie, tu dois forcément le connaître toi, hein, moi je me rappelle plus, mais en gros, lui sa stratégie c'était de mettre plein de tickets, donc comme vous, et derrière, vu qu'il rentre au premier tour, donc il rentre vraiment sur la valo la moins chère, et une fois qu'il a la donnée, donc là il a plus de matière pour prendre des bonnes décisions, et une fois qu'il a les données sur les meilleures boîtes, là il consolide les meilleures boîtes en remettant en pause systématiquement sur celles qui marchent. Est-ce que vous faites ça? C'est-à-dire que vous faites 100 boîtes, et sur les 10 qui marchent, là par contre vous les suivez, vous remettez... On le fait pas avec Kima pour deux raisons. Après, parce que les entrepreneurs, notre engagement vis-à-vis d'eux, c'est de ne pas être un poids sur leur cap table. Donc si tu mets de l'argent et que tu veux remettre derrière, en fait, tu les amputes de la possibilité de faire rentrer quelqu'un d'autre, parce que tu piques l'allocation à quelqu'un d'autre, donc c'est chiant. La deuxième chose, c'est que ça envoie du signal au marché extérieur. Les gens savent quelles sont tes boîtes préférées, parce que c'est celles que tu refinances. Donc c'est pas cool pour celles qui sont pas refinancées. Et la troisième truc, c'est un sujet de défiance vis-à-vis du portefeuille. En fait, réinvestir, c'est comme une date. Tu vois, je t'invite pour une date une première fois. Tu me dis oui, tu me dis non. C'est une première date, c'est pas grave. Si on va dîner et qu'une semaine plus tard, je te rappelle, je te dis viens, on se refait une date et tu me dis non, bah mon réflexe c'est de te dire attends, c'était pas bien la semaine dernière? T'as pas passé un bon moment? Et donc en fait, tu veux pas créer ça chez les entrepreneurs. Donc notre game, c'est d'investir qu'une seule fois. Ok. Non mais j'ai l'impression que ça avait l'air assez payant cette stratégie de consolider les meilleurs dossiers. D'un point de vue financier, je pense que ça fonctionne. Hein. Mais sur un game très long terme où tu vas financer 2000, 3000 boîtes, je suis pas sûr. Et c'est quoi les secteurs dans lesquels vous investissez? Si par exemple, demain, il y a un agriculteur qui vient, qui a une super idée, est-ce que vous pourrez le financer? Ou non, quand même, c'est très tech On n'investit que dans les sujets vraiment tech. On fait très peu ou pas de brick and mortar. On va pas faire de hardware, c'est très dur. On va pas faire de biotech parce qu'on n'y comprend rien. Vous faites pas biotech? Non, et infrastructure, compliqué aussi. Biotech, c'est le plus risqué, tu dirais? J'ai l'impression que c'est le plus risqué. C'est-à-dire qu'il faut financer des années avant de... Je pense qu'il faut une sacrée expertise pour faire de la biotech. À la fois en portfolio construction, sur le réseau, sur le type de boîte que tu finances. C'est compliqué. Et puis tu te fais beaucoup diluer. Hein. Ce qui est cool aussi, c'est que la biotech, ça peut toucher la médecine parfois. J'ai reçu une boîte ici qui s'appelle Cure 51. Peut-être tu l'as vu passer, mais c'est sur... Voilà, le projet, c'est de pouvoir guérir le cancer. Là, on est investisseur de Cure 51. Donc, ah ouais, d'accord, tu vois. C'est particulier, mais ok. Oui. Non, mais je trouve ça cool les sujets qui touchent à la santé aussi. C'est de la biodata, tu vois. C'est la biotech / data. Ok. Non, je me dis, ce qui touche à la santé, c'est toujours cool ouais. aussi. On fait beaucoup de trucs de santé, mais on fait pas le soin, on fait pas... on va pas financer un vaccin ou un médicament. C'est quoi les secteurs qui vont le mieux marcher, tu penses, dans les prochaines années? Là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. J'imagine que tu vas nous en parler, mais... c'est partout l'intelligence artificielle. Hein. Donc, c'est à la fois un play horizontal et un play très vertical. 100% des business, demain, fonctionnent avec l'intelligence artificielle. C'est ça qui est cool. Ça va créer plein d'opportunités, j'imagine, pour les fonds. Parce que le nombre de niches qu'il va y avoir... tu vois, tu peux créer une IA pour optimiser, je sais pas, un truc de recrutement, des trucs de stock. Après, l'accessibilité de l'intelligence artificielle fait que pour chaque secteur, il va y avoir à peu près 100 concurrents en même temps. Et donc, comment est-ce que tu détermines quel est le gagnant, tu vois, sur cette niche? C'est quand même pas facile. Tu vois, on parlait de tout ce qui était stratégie de contenu tout à l'heure dans un de tes pôles chez toi. Bon, ça, c'est typiquement le genre de vertical sur lequel l'intelligence artificielle fait des miracles, quoi. En termes de gain de productivité, de qualité du contenu, de défrichage de l'information, de synthèse. Ça touche même l'industrie du cinéma, je crois. Ça va potentiellement toucher l'industrie du cinéma. Ah, c'est certain. Demain, il n'est pas impossible qu'un enfant génère son épisode de dessin animé de A à Z en fonction de sa personnalité et de ses préférences pour maximiser le retour cognitif du contenu qu'il va regarder. Aucun doute, c'est sûr, ça va arriver. Des studios de cinéma, mais basés sur l'IA, qui créeront des films. Ouais. Ça va être dingue. Donc tout, de toute manière, va passer par l'IA demain, sans exception. Moi, je l'utilise tout le temps. Quand je sors d'un rendez-vous, je me fais une note vocale et sur un outil qui s'appelle Notice, Notis, et automatiquement, ça me le synthétise, ça me le met dans une collection de rendez-vous. Et à la fin de la semaine, je peux dire fais-moi un wrap-up du nombre de rendez-vous que j'ai fait, de ce qui est ressorti, de qui est le plus important. Et c'est dingue, trop bien ça. Et tu vois quoi d'autre comme secteur? Est-ce que vous faites un peu de Web 3?
parce que moi, j'ai la conviction, j'investis en tant que business angel, que le Web3, je trouve ça un peu péjoratif, j'ai préféré utiliser le mot blockchain, j'aime bien parce que c'est la technologie qui est derrière. Ouais. J'ai le sentiment que la technologie, elle peut vraiment être puissante dans plein d'industries. Là, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Intercellar, qui est une société qui va utiliser la blockchain pour prouver l'authenticité, notamment des bouteilles de vin. Il faut savoir que, par exemple, en Asie, je crois que si tu achètes par exemple une bouteille de Château Pétrus, tu as plus de 50% de chances que ce soit une fausse, tu vois. C'est clair. Et je me dis, la blockchain, par exemple, c'est un use case énorme pour le vin, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Voilà, est-ce que cette technologie-là vous intéresse et le Web3 peut-être plus globalement? Nous, on a beaucoup investi dans les sujets Web3. On continue, on continuera. La difficulté que tu as eue, c'est tous les comportements opportunistes des dernières années qui ont un peu salopé le marché, quoi. Mais en vérité, c'est... Comment dire? C'est quoi le bon C'est terme? beaucoup dilué, il y a beaucoup de dossiers, et du coup ça vous... Non, il y a des dossiers de très bonne qualité, mais en fait, pour te dire, j'ai perdu mes mots, ce sera impossible de faire autrement, quoi. De toute manière, le Web3 rentre dans nos vies et va devenir aussi... Enfin, ça va être partout. Surtout avec Trump qui vient de passer président, là... Ça va, je vais participer à cet écosystème. On va voir ce qui va se passer avec ça. Ça va être. J'ai l'impression que ça devient un enjeu aussi économique, géopolitique. Cette monnaie-là, elle peut, avec le Bitcoin notamment, je pense que. Alors, il faut bien faire attention, parce qu'il y a la partie monétaire des cryptos et la partie applicative de la blockchain. Moi, je n'ai pas la compétence et la compréhension claire de la partie monétaire. Je crois que très peu de personnes finalement l'ont. Et donc je me concentre seulement sur la partie applicative. Okay, oui, non, c'est de ce dont je te parlais. Sur la technologie. Donc ça, tu penses que ça va vraiment... c'est une lame de fond qui partira pas, c'est impossible. Fond. Donc IA et blockchain, on va dire, ça va être des sujets... Et peut-être l'IA avec la blockchain, là, pour le coup, tu peux faire des trucs... énormes. Intéressants. Tu vois, là, l'histoire du vin, par exemple, c'est une industrie... En fait, la blockchain, c'est la seule nouvelle technologie qui te permet de retracer un produit et de l'authentifier. Pour le coup, ça, c'est une vraie innovation technologique. Avant, on ne pouvait pas le faire sans la blockchain, tu vois. Ouais. Tu pouvais le centraliser, c'était moins sécurisé, quoi. Tu pouvais le centraliser, mais c'était moins sécurisé, du coup. Ok. D'autres secteurs ou pas pour les Non, tu sais, on est curieux, donc on rencontre des entrepreneurs qui nous pichent des trucs dans lesquels on n'aurait pas mis un copec ou dont on n'avait aucune idée et qui nous fascinent quand ils nous en parlent. Et moi, j'aime bien dire que les meilleurs deals que je fais, c'est quand le génie rencontre l'évidence. Quand j'ai un entrepreneur qui me parle d'un problème auquel je n'avais jamais pensé avant ou qui me faisait royalement chier, que je trouve fascinant quand il m'en parle et dont la solution sur laquelle il est en train de bosser me paraît à la fois brillante et évidente. Et là, c'est irrésistible, en fait. Un espèce de wow effect. Tu dis, putain. Ouais, c'est un alignement des planètes. J'adore. Ouais, et ça t'arrive d'avoir un pitch d'un truc, genre un truc que tu n'as jamais entendu parler. C'est-à-dire que tu le découvres au moment où tu reçois le deck. Et de rentrer dans le dossier et de finir un investissement dans un truc que tu connaissais même pas avant. Bien sûr, tout le temps. Ok. Ouais. Donc ça, c'est ça qui est cool. Tu dois te mettre dans une nouvelle industrie. C'est fascinant. Ça va être génial de découvrir un truc que tu connaissais. Tu savais même pas que ça existait avant, ça se trouve. Fascinant. Et alors, j'ai pas le... Je suis en train de réfléchir quel serait le dernier deal en date comme ça. Si, putain, j'adore. Il y a 3 jours, c'est ça, je discutais avec un garçon qui s'appelle Ben, qui est fondateur d'une boîte qui s'appelle Recess, R-E-C-E-2-S. Et il me parle de tout ce qui est homeschooling aux US. Donc, le homeschooling, c'est les gens qui apprennent à la maison et pas à l'école. C'était... un individu sur 100 il y a 5 ou 10 ans. Un enfant, aujourd'hui, c'est 1 sur 14. Et c'est plutôt en croissance. La problématique de ces enfants-là, c'est qu'ils ont des cursus qui sont assez rigides, qui sont peu personnalisés, et avec un aspect social qui, en fait, est assez malheureusement dégradé par rapport à l'école. C'était le CNED en France ou pas l'équivalent? Exactement, le CNED, tout à fait. Et eux ont développé cette plateforme qui à la fois permet aux enfants de découvrir de nouvelles applications pour apprendre, qui sont validées par les parents, et en plus de se connecter avec des gens de leur âge dans des groupes pour se sociabiliser. Moi, je ne connaissais pas le marché du homeschooling. C'est du social schooling un peu. Exactement. Social schooling, ça. Social homeschooling, tu vois. C'est dingue, ça. Et je me dis, putain, je ne connaissais pas le marché. C'est fascinant. Quand il montre sa solution, je me dis, ça tue.
Et une demi-heure plus tard, en fait, t'as envie de signer le deal, quoi. Je suis sûr que tu as plein de biais maintenant. C'est-à-dire que dès que tu es dans un dîner entre amis ou quoi que ce soit et qu'on te parle d'une industrie, tu as forcément vu un deck passer. Donc je pense que tu as toujours une référence. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive par exemple, souvent. te dis je te dis une connerie. Moi, mon fils, il va faire le CNED. Tu peux lui dire putain, j'ai vu cette boîte-là. Regarde, tu peux t'inscrire. Tu dois avoir pas mal de Tout le temps. petits rebonds là-dessus qui doivent être marrants, qui doivent amuser tes proches. En tout cas, merci pour ta transparence. J'espère que j'ai pas été trop intrusif dans mes questions techniques. Du tout, avec plaisir. Mais c'est cool, je pense que les gens vont pouvoir découvrir un peu comment Kima Ventures fonctionne de l'aventure, chez Challenger sur les carides, etc. C'était sympa. Pour finir, peut-être une petite anecdote. Tu peux peut-être nous partager l'anecdote peut-être de comment tu as rencontré Xavier Niel et comment... il y a une anecdote que je trouve géniale, que tu racontes beaucoup dans les podcasts, mais moi je voudrais bien que tu la répètes pour les gens. C'est le jour où tu as pris l'avion. Bien sûr. Parce que je trouve cette anecdote, elle m'est restée depuis longtemps. Tu sais, les gens te demandent toujours il est comment Xavier Niel, et peu importe ce que tu leur dis, de toute manière, ils te croiront pas. Ce n'est que ta parole et c'est facile de dire de la personne avec qui tu bosses depuis 10 ans qu'elle est géniale. Tu vois. Dans ce cas, il faut être tiré, quoi. Et donc, je me suis toujours posé la question, quelle a été l'anecdote la plus marquante à son égard? C'était quand? C'était début 2020, juste avant le Covid. On était 1 mois avant le Covid. On part à San Francisco, passer quelques jours. Lui avait un board important d'un gros fonds d'investissement. Moi, j'en ai profité pour sauter dans l'avion avec lui, faire mes rendez-vous. Et puis, il était avec quelques collaborateurs, dont une collaboratrice qui s'appelle Aude, qui était avec nous. C'est la première fois que... Enfin, c'était les débuts avant qu'elle soit embauchée. Aude Durand. Et on part à San Francisco. On fait chacun nos rendez-vous de notre côté. Et puis, à un moment donné, 3 jours après, moi, je repars pour aller retourner dans l'avion, donc dans son avion. Et arrivé là-bas, je m'installe et je reçois un texto de Xavier qui me dit je passe chez In-N-Out. Donc In-N-Out, c'est une chaîne de burgers californienne qui est quelque part entre le Shake Shack et le McDo, quoi, entre les deux, qui est très sympa. Il me dit est-ce que tu veux quelque chose? Je dis bah ouais, je veux bien un double. Il me dit pas juste ok, il me dit tu veux tout, tomates, salade, oignons, nanan. J'ai dit oui. Et puis il arrive dans l'avion, je sais pas, peut-être une demi-heure ou 1 heure plus tard, et il me tend le burger. Et moi, par réflexe, je saisis le burger qui est encore chaud et je dis ah c'est super, il est encore chaud. Et Aude, qui était avec lui, me dit bah oui, il a attendu de terminer son burger pour faire la queue pour prendre le tien. Et ça, tu peux pas l'inventer, tu vois. Donc c'est vraiment l'image de film du milliardaire qui débarque dans son In-N-Out, qui bouffe son burger comme le camionneur du coin, et qu'une fois qu'il a terminé son burger, prend les quelques minutes pour faire la queue, pour prendre un burger pour un collaborateur, et qui la ramène pas quand il arrive. Tu vois, il a pu me dire tiens, ton burger, il est chaud, tu vois. Non, il me le tend comme il me tendrait une baguette de pain ou n'importe quoi. On dit que les plus belles preuves d'amour, d'amitié, etc., c'est quand tu fais quelque chose de désintéressé. Totalement. Je trouve que c'est désintéressé quand justement tu donnes le burger mais tu dis pas il est bien chaud. Bien sûr. Parce que tu attends un retour. Voilà, on dit que la meilleure preuve d'amour, c'est quand c'est désintéressé, c'est que tu n'attends rien en retour quand on t'offre quelque chose. C'est marrant, ça me fait penser à un autre truc, rien à voir, mais le CEO de Nvidia, le jour où il atteint son pic de bourse, il y a une photo de lui où il est au marché en train d'acheter ses oignons. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais je pense que, enfin moi c'est une conviction que j'ai, que dans la vie tu veux un petit peu prouver certaines choses et compenser certaines choses. Et je pense que quand tu as beaucoup réussi, je te donne une connerie, mais un exemple personnel. Moi par exemple quand j'étais jeune, très jeune, j'allais en boîte de nuit avec mes potes et je me disais putain c'est important que je mette une bonne chemise, une belle montre, etc. Et en réussissant après un peu plus par la suite, je trouve ça plus cool aujourd'hui de plus forcément avoir la belle montre ou d'être en t-shirt. Exactement. Parce que j'ai moins besoin de compenser. Et je pense qu'il y a vraiment ce phénomène-là. Souvent, les gens qui aiment beaucoup le matériel, je trouve qu'ils compensent quelque chose. Et les gens qui ont beaucoup réussi sont quand même un peu plus loin, un peu plus détachés. Tu as plein de personnalités différentes. Tu as aussi, est-ce que tu t'es fait toi-même? Est-ce qu'il y a un héritage? Quelles sont tes souffrances? Tu vois, quelles sont tes névroses? Par exemple, quelqu'un comme Xavier
Xavier, il aime pas se fâcher avec les gens, ça le fait chier, tu vois. Et tu prends des gens comme Michael Boukobza, tu vois, qui bossent avec lui aujourd'hui beaucoup. Et je connais pas le fond de l'histoire, mais ils avaient beaucoup bossé dans le passé ensemble. Et à un moment donné, ils se sont séparés parce que Michael était allé chez la concurrence ou je sais pas quoi. Ils ont rebossé ensemble ensuite. C'est très Xavier, ça. Et Jérémy, mon prédécesseur, quand il a décidé de partir et que j'ai pris sa place quelques mois plus tard, entre les deux, on échangeait beaucoup. Et en fait, lui avait envie de partir. Et dans le même temps, en fait, du côté de Xavier et de la holding, tu vois, qui négocie avec lui, ils disaient pourquoi tu pars, tu vois, t'aimerais que tu pars. Et donc, il y a aussi cette, je pense, on a tous nos fragilités, tu vois. Par exemple, avec Xavier, je sens qu'il est attaché aux gens avec qui il collabore, foncièrement, et qu'il prend très personnellement ou ça le touche quand ça marche pas. C'est marrant parce que c'est un truc ça me fait penser à quelque chose, ça n'a peut-être rien à voir, mais par exemple, il y a des managers, ils vont te répéter tous les jours, 3 fois par jour, qui sont bienveillants, ça me fait penser au Burger Show, mais en gros, je pense que quelqu'un de fondamentalement bienveillant, il te le dit pas, tu vois, tous les jours, tu vois. Exactement. Il te le dit pas, il l'est, tu vois. Ouais. Ça me fait marrer. Moi, je remarque beaucoup ça chez les gens, un peu comme toi, j'ai des petits signaux faibles, on va dire. Je trouve que les gens qui verbalisent beaucoup quelque chose, en général, il y a un truc un peu louche. Tu sais, le truc le plus louche, c'est tous ceux qui disent ouais, lui, c'est un good guy. C'est good guy. Good guy. Celui qui dit ça trop souvent, pas sûr que ce soit un good guy. Ouais. Non, mais il y a un vrai truc là-dessus, je pense. C'est comme, je sais pas, celui qui répète tout le temps qu'il est fidèle, c'est bizarre, tu vois, ou qui est loyal, ou quelqu'un de loyal. Bien je pense sûr. qu'il l'est, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est une belle anecdote, cette histoire avec Xavier Niel. Bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Je sais pas t'embêter trop longtemps, tu reviens de New York, tu dois être jet-lagué. J'ai quelques emails à traiter, ça va être J'imagine. la fin d'après-midi. Si les gens veulent acheter ton livre, Et sur Amazon. il est disponible sur Amazon, c'est Human Machine. Exactement. Human Machine pour les gens Et qui attends, s'ils regardent sur mon blog, donc j'ai un blog qui est sur mon 2LR, le chiffre 2LR.com. Ils tapent Human Machine dans les. J'ai la version anglaise qui est dispo en téléchargement aussi. Ok. Voilà, qui est moins travaillée que la version française, parce que c'est la version que j'ai sortie de manière brute de décoffrage quand j'ai fini de l'écrire. Parce que tu l'as d'abord écrit en anglais et après tu l'as retravaillé en français. Ah, c'était compliqué, mais je l'aime bien cette version-là parce qu'elle est authentique, c'est vraiment moi, quoi. Et donc du coup, sur ton site, si tu me donneras le lien, je le remets dans les commentaires YouTube, dans la description YouTube, ils peuvent le télécharger en anglais. Ouais. Ok, ça c'est cool. Mais du coup, ils le téléchargent gratuitement. Bah bien sûr. Ok. Mais s'ils le veulent en français, par contre, c'est sur Amazon. Oui, et c'est pas les 1 balle. Je sais, j'en ai vendu 10 000. Mais... Oui, non, mais j'imagine que ça m'a coûté un peu cher en prod, tu vois. J'ai fait une belle. Souvent, les livres, les gens se rendent pas compte, mais souvent, c'est les gens qui les écrivent gagnent pas de l'argent dessus, quoi. Si c'est vraiment ton métier ou si tu t'appelles Marc Lévy, peut-être que tu gagnes de l'argent. Peut-être, voilà. Mais dans ce genre de cas, en général, c'est plus pour partager de la valeur. Ok, super. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, on a un petit peu parlé de tous les sujets. Est-ce que tu as une bonne mémoire? Tiens, je vais finir là-dessus. Je pense avoir une bonne mémoire. Est-ce que tu te rappelles de tous les gens qui ont pitché leur projet chez Kima Ventures? Alors en fait, il y a un truc marrant, c'est que si tu me parles de quelles sont les dernières boîtes qu'on a regardées, qu'on a vues, qu'on a financées, je vais te sortir toujours ce que je dis, qui est que les bonnes boîtes, c'est comme les bonnes blagues, on en connaît plein, mais on s'en souvient jamais. Et en revanche, si je croise quelqu'un qui m'a déjà pitché à un moment donné, etc., je vais faire la connexion avec où est-ce que j'étais, quand est-ce que c'était, où je l'ai vu, etc. Ok. Je vais m'en souvenir. Ok, je finirai avec un petit challenge pour toi. Vas-y. Alors. Est-ce que tu penses que j'ai déjà pitché une boîte? Est-ce que tu t'es déjà pitché une société? Est-ce que tu es un salaud, toi? Est-ce que tu m'as déjà pitché une société? Écoute, je sais pas. Ce que je peux dire, c'est quand tu m'ouvres la porte, je me dis tiens, sa tête me dit quelque chose. Il y a quelque chose de familier chez ce garçon-là. Ok, bah la petite blague, c'est que tu nous as reçus, moi et 2 associés, il y a longtemps, pour te pitcher une boîte. Et je crois que c'est dans les bureaux de The Family. Non, c'était dans les bureaux de Free. Ah oui. Tu nous avais reçus. Et je me rappelle que tu nous avais mis à l'aise, tu nous avais donné des petites bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'Evian. Ouais. Moi, j'ai une mémoire un peu psychopathe parfois. Et voilà. C'était quoi le sujet? Boîte, voilà. C'est une boîte autour de l'immobilier. On voulait faire un Tinder de l'immobilier.
Ouh, ça n'a pas dû beaucoup me marquer, ça. Non, ça t'a pas beaucoup. Voilà, donc les gens qui nous écoutent, voilà, je voulais leur montrer qu'on se rappelle pas toujours de moi au début de mon parcours. Ouais. Et non, mais on t'avait pitché cette boîte-là, je m'en rappelle, et tu nous avais reçu gentiment. Mais je crois que voilà, tu nous avais pas donné suite, effectivement. Et tu regardes pas un mauvais souvenir? Non, je regarde pas un mauvais ça va, souvenir. alors. On t'avait pitché la boîte et d'ailleurs, je crois que tu avais bien fait de pas investir parce que on avait levé des fonds autrement. Donc c'était pour dire que tu investis bien, tu choisis bien tes dossiers. Et bah, c'est Parce sympa. que tu avais bien fait de pas le choisir celui-là. Voilà. Donc Jean investit bien dans ses dossiers. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait en attendant. Ah bah c'est sympa, c'est sympa. Mais je voulais te faire la petite blague là-dessus pour savoir si tu as une bonne mémoire pour te Salaud. titiller. Peut-être on le coupera ou pas, on verra. Je te dirai. Le coupe pas, tu pourras le garder. présenter. En tout cas, merci. Donc, je mettrai en description ton livre. Est-ce que les gens peuvent sur LinkedIn, je sais qu'il y a des gens parfois qui n'acceptent pas les gens qui ne connaissent pas ou quoi. Alors, mon email est en clair, donc ils peuvent m'écrire. Ah. Et sur LinkedIn, je peux plus les accepter parce qu'ils ont, il y a une limite. C'est à 30 000, la limite. Ouais. Après, donc moi j'ai accepté tout le monde et un jour il y a eu le bouton Pareil. genre vous pouvez. Après, il faut nettoyer après de ceux que tu as acceptés. Ah non, moi je nettoie pas, hein, fait chier. Hein. Okay. Que les gens me contactent par email, ça marche très bien. Super. Bon bah encore merci Jean pour ta transparence et puis à bientôt. À bientôt.